J'espère que vous êtes tous prêts à passer une soirée où on va parler pas mal d'hypnose pour le coup. Et pas seulement parler, on va tester des choses entre nous. J'imagine que certains connaissent déjà un petit peu le concept des cabinets publics et peut-être que d'autres découvrent complètement, voire peut-être découvrent complètement l'hypnose, qui est une notion qui suscite souvent pas mal de curiosité et sur laquelle il y a pas mal de préjugés. Et l'idée de ces cabinets publics, c'est de pouvoir discuter de l'hypnose, de pouvoir montrer de l'hypnose, partager des choses ensemble, de façon très improvisée, puisqu'à chaque fois on part vraiment dans des directions qui sont complètement différentes et qu'on co-invente en partie, puisqu'à partir des personnes avec qui certaines démonstrations vont pouvoir se faire, on ira peut-être explorer des directions un peu inattendues. Et parfois il y a un thème sur les cabinets publics. Ces derniers temps, on est pas mal parti sur des thèmes autour de l'accompagnement des émotions, notamment du travail identitaire. Donc je voulais partir un peu dans une autre direction ce soir, qui est peut-être un peu plus la question de la technique de l'hypnose, qui est souvent un sujet qui intéresse beaucoup les gens. Comment ça fonctionne, sur quoi ça repose, quels sont les outils qu'on va utiliser, même assez concrètement, quand on fait de l'hypnose. Et du coup, on peut explorer ensemble un petit peu ce soir, c'est la proposition en tout cas, quelques techniques, quelques idées clés autour de ça. Et ça peut être l'occasion, du coup, de parler un petit peu du fonctionnement humain, des principes de suggestion, de la manière dont on travaille avec l'imagination quand on fait de l'hypnose. Et je pense qu'on peut passer une bonne soirée avec ça. Ça vous tente ? Oui. Super, ok. Est-ce qu'il y a des gens qui découvrent complètement ce soir l'hypnose ? Ah, il y en a de plus en plus qui lèvent la main. Ça c'est un effet assez étonnant. Au début, il y a une personne qui lève la main, l'autre se dit tiens, je ne suis pas tout seul, je vais lever la main aussi. Si je vous laisse 5 minutes, il y a la moitié de la salle qui lève la main, c'est ça ? En tout cas, ceux qui découvrent se sont plutôt mis au fond, à part vous. Mais c'est plutôt une bonne idée de se mettre au fond pour découvrir. J'ai remarqué un truc dans les cabinets publics, c'est que parfois il y a des gens qui viennent au fond, puis je les revois 15 jours après, ils ont avancé de 3-4 ans. Genre ça y est, je suis en sécurité, je commence à me rapprocher un petit peu de ce qui se passe. C'est vrai, quand on découvre l'hypnose, je pense qu'il y a pas mal de questions. Et avant de rentrer peut-être dans quelques moments partagés d'expérience, je voulais peut-être juste définir 2-3 concepts qui vont être utiles pour ce qu'on va se dire ce soir. Bon, j'imagine qu'il n'y a personne ici qui croyait que c'était l'hypnose de spectacle et que je vais mettre quelqu'un entre les deux tabourets pour sauter dessus à pieds joints. C'était les vieux trucs d'hypnose de spectacle. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ces trucs où moi j'ai appris ça à une époque. C'était un hypnotiseur qui faisait des stages où, au tout début, j'allais voir un peu tout ce qui se faisait. Parfois on dit tout et n'importe quoi, et là c'était plutôt n'importe quoi. Et donc le type qui était assez imposant faisait ce tour-là de mettre quelqu'un entre deux tréteaux, entre deux tabourets, et de monter dessus. Et le type devait bien faire 110, 120 kilos, vous voyez. Et moi, la question que je me posais, c'est est-ce que la personne ne risque pas d'avoir mal au dos quand même, en revenant de l'expérience. Et on ne se précipitait pas pour tester le truc, hein, quand même. C'était assez, des dizaines comme ça. Et qui veut passer ? Il y a des démonstrations plus ou moins engageantes, vous voyez. Celle-là, moi, je n'ai pas osé sur le coup. Je voulais regarder déjà comment ça fonctionnait. Ça fonctionne, hein, ce genre de choses. C'est autant mécanique que de l'hypnose, en fond. C'est pas que de l'hypnose. Mais ça a toujours son petit côté impressionnant. Mais au-delà de ça, surtout quand on parle hypnose, souvent les gens pensent à des choses un peu comme ça, un peu spectaculaires. Ne faisant même pas bien la différence entre magie et hypnose, parce que souvent, les hypnotiseurs de spectacle vont être plutôt vers l'un, plutôt vers l'autre. Mais pour le public, c'est impossible de connaître la différence. Comme pour les mentalistes, on ne sait pas très bien faire la différence si on n'est pas initié à ça, entre ce qui est de l'hypnose, ce qui est de la mise en scène, ce qui est vrai, ce qui est faux. Et puis comme c'est un spectacle, tout est possible, puisque l'important c'est que le spectacle soit intéressant. Par contre, ce qui est dommage, c'est que comme le mot hypnose est utilisé pour des choses qui ne sont pas toujours de l'hypnose, on peut en avoir aussi une image un petit peu déformée. Et ça, pour nous qui faisons plutôt de l'hypnose d'accompagnement, c'est toujours des choses à démystifier ou à dépasser ou à expliquer. Parce que ces images sont tellement fortes parfois qu'il y a besoin vraiment de la pédagogie pour que les gens puissent s'en libérer. L'hypnose, c'est avant tout quelque chose qui s'intéresse à notre fonctionnement humain. Un hypnotiseur, c'est quelqu'un qui va s'intéresser à la manière dont une personne construit et maintient sa subjectivité. Je dis construit et maintient parce que la construire, on l'a construit depuis le début de notre vie, elle est toujours en construction, notre subjectivité, en fonction de ce que l'on croit, de ce qu'on nous a dit, de notre culture, de nos émotions, de nos projets, de nos envies, de notre imagination. On se crée une forme d'état, qui est un état parmi d'autres, sauf que cet état, on le connaît, et donc ça nous semble être un état normal. Après, si vraiment on rentrait dans le vécu subjectif de chacun, on s'apercevrait que la normalité de l'un n'est pas forcément pour l'autre, et peut-être que votre normalité paraîtrait totalement étrange à une personne qui est pourtant votre voisin, parce qu'on est fondamentalement tous différents subjectivement. Par exemple, ce qui nous semble normal, on a tous des cartes du monde différentes par rapport à ça, notre rapport au corps. On serait étonné si on pouvait vraiment connaître le rapport au corps qu'ont les autres personnes, le rapport aux émotions,
Tout ça est tellement subjectif, et en même temps on en parle tellement peu, que ce sont des terrains complètement inconnus quasiment. Mais on a un état normal. Cet état normal, il est pratique pour piloter notre vie au quotidien. Mais parfois il trouve des limites aussi. Dans cet état normal, on se retrouve parfois un peu coincé, un peu biaisé. Par exemple, quelqu'un qui est un peu paranoïaque, sans que ça soit pathologique, mais vous voyez, on connaît tous des gens un peu paranoïaques, non? Eh bien, cette personne, elle a un filtre subjectif qui fait que elle va se sentir souvent un petit peu visée, un peu gênée, elle va se sentir un peu moins bien que quelqu'un d'autre qui ne le serait pas. Or, la plupart du temps, cette personne a oublié qu'elle a un filtre paranoïaque, donc elle pense que c'est normal d'être comme ça. On connaît tous quelqu'un qui est un peu paranoïaque et qui pense normal que d'être normal, non? T'es un peu parano? Non. C'est toi qui es naïf. On connaît tous ce truc. Et il n'y a pas de réglage, en fait, dans tout ça. Mais on voit bien qu'à un certain niveau, ça peut devenir inconfortable pour cette personne. Elle peut en souffrir. Elle peut finir par se créer des moments de stress, elle peut avoir du mal dans ses relations humaines, elle peut se poser 1000 questions avant de dormir le soir et en faire des insomnies, elle peut avoir du mal à faire confiance, elle peut avoir du mal à se sentir en confiance. Et on voit bien que ça parasite quelque chose. Mais comme c'est comme ça que cette personne fonctionne au quotidien, qu'elle n'a même pas forcément l'idée que ce n'est qu'un fonctionnement subjectif, qu'elle est persuadée d'être objective, il y a peu de chances pour qu'elle puisse changer. Et de toute façon, même si elle voulait changer, cette personne, elle se confronterait à quelque chose qu'on a tous connu, qu'on a tous remarqué. C'est que, une fois que notre cerveau a pris une habitude, eh bien, la changer, on est un peu démuni, on ne sait pas très bien comment ça fonctionne, tout ça. Et c'est là qu'intervient l'hypnose. L'hypnose consiste à remettre du mouvement dans la subjectivité d'un individu. Tu as appris sans doute à te créer ton état subjectif. Il est sans doute un peu en mouvement parce que si tu es plus ou moins en forme, c'est pas la même personne. Et si tu as, je sais pas, bu 5 cafés ce matin, t'es pas exactement la même que si, je sais pas, tu as simplement consommé une infusion à la verveine, par exemple. Et puis, si ce soir, après cette démonstration-là, tu vas prendre quelques bières, tu seras encore une personne différente. Et si demain on t'annonce la meilleure nouvelle de ta vie, tu seras encore une personne différente. Mais il y a quand même une continuité. C'est-à-dire que demain, tu sauras toujours comment tu t'appelles quand même. Ben j'espère aussi. C'est là que je tombe sur une personne qui me dit non. Je suis venu avec mon psychiatre et justement, c'est mon problème. Mais bon, on a tous une continuité, acceptable. Ça veut dire que même si on change un tout petit peu, on se réfère quand même à nous-mêmes, notre identité nous paraît un minimum stable, les gens vont nous reconnaître même s'ils ne nous voient pas pendant quelques semaines ou quelques mois, voire même quelques années. Ce qui n'était pas vraiment vrai dans l'enfance, on peut avoir des changements beaucoup plus soutenus, beaucoup plus rapides, mais c'est acceptable pour un enfant. Pour un adulte, c'est suspect quand il change trop. Vous avez remarqué, quand quelqu'un change d'avis, on lui dit qu'il n'a pas de consistance, qu'il est faible d'esprit, évidemment, et ce qui est étrange hein, quand on y pense. L'adaptation fait peur. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que, je vous disais, c'est là que l'hypnose intervient. Quand une personne a une structure qui devient un peu rigide, et qu'en même temps, sa vie l'amène à devoir évoluer, parce que les conditions de vie changent, parce que peut-être dans son travail, dans ses relations personnelles, amicales, il y a des changements de contexte qui font que cette personne doit évoluer, et bien souvent, elle s'aperçoit que sa subjectivité est devenue un peu trop rigide pour qu'elle le fasse facilement. Par exemple, quelqu'un qui arrive toujours en retard. Non, je ne connais pas cette personne, mais... C'est vraiment? C'est le cas? Oui, en plus après... Eh ben voilà. Je suis toujours en retard, mais même si je parle d'avance, très bien. Installez-vous, tout va bien. Mais on a des structures comme ça, quelquefois, qui se répètent. Alors c'est marrant parce que, vous savez peut-être, et là pour ceux qui découvrent un petit peu cet endroit, on est donc dans une école d'hypnose, où toute la journée, il y a des gens qui se forment à plein de choses, enfin plein de choses qui sont autour de l'hypnose. Et on a notamment ici aussi un labo de recherche. Et donc on a des chercheurs qui travaillent sur différents domaines, sur des domaines qui nous intéressent. Et là notamment, on a un de nos chercheurs qui prépare un cours qui va être donné ici bientôt sur la question de la volonté. C'est passionnant, du coup j'ai un peu ça en tête parce qu'on a passé une partie de l'après-midi à travailler là-dessus, à réfléchir, à discuter là-dessus. Et c'est très intéressant cette question de la volonté. Parce que quasiment tout le temps, si on demande à un individu s'il fait volontairement ce qu'il fait, il va dire oui. Mais quand on lui demande de changer du coup, puisqu'il le fait en volonté, il n'y arrive pas. Et on s'aperçoit que très souvent, on se raconte qu'on est en volonté dans ce qu'on fait. Du reste, même quand on n'arrive pas à changer, on se dit « je manque de volonté », ce qui est aussi une erreur en fait, au fond. Parce que, vous voyez la personne qui procrastine par exemple, il faudrait que je fasse ça. Elle a le désir de faire quelque chose. Mais il y a un truc à l'intérieur qui bloque. Donc elle repousse. Elle recommence le lendemain. Elle a le désir de faire quelque chose. Et souvent, elle va se dire « je manque de volonté ». Alors qu'en fait, c'est pas forcément ça le paramètre majeur qui lui manque.
Est-ce que c'est une question de motivation, de prise de décision? Est-ce que c'est une question de perception de ce qu'elle est en train de faire? De rapport gain-perte dans ce qu'elle fait? Enfin, il y a plein de paramètres qui jouent. Ce mot volonté, il est très vague finalement pour décrire quelque chose qui nous échappe un petit peu. Mais en tout cas, ça c'est certain, quand on demande aux gens de changer quelque chose qu'ils croient faire volontairement, eh ben, ils n'y arrivent pas trop. La caricature de ça, c'est le fumeur qui dit qu'il peut arrêter quand il veut. Vous voyez, on en connaît aussi un des comme ça. Non mais moi le tabac, je suis pas accro. Bah, arrête. Non. Bah si, pendant quelques heures, ça va, mais dès qu'on va commencer à passer le cap, cette personne va se rendre compte qu'elle croyait qu'elle faisait les choses en volonté, mais son cerveau faisait les choses un petit peu pour elle. Alors, l'idée, c'est qu'avec le passage par d'autres états de conscience, on va remettre du mouvement dans ces paramètres qui se sont rigidifiés. Longtemps, les hypnotiseurs disaient, finalement, on retrouve un état d'enfance, et ça reste une métaphore, mais c'est une métaphore qui est assez intéressante. C'est vrai qu'un enfant est souvent beaucoup plus malléable dans son rapport à lui-même. S'il faut changer, il change, il ne se pose pas trop de questions, et il arrive assez facilement à engager du changement. Ce qu'un adulte, souvent, pas toujours, mais souvent un peu plus de mal à faire. Donc on retrouve certaines capacités, en tout cas, de l'enfance. Ça reste une métaphore parce que c'est pas exactement non plus ce qu'on vit quand on est sous hypnose, on ne redevient pas un enfant, mais on retrouve en tout cas peut-être cette capacité à sortir de notre propre cadre. Pour le dire autrement, peut-être qu'en grandissant, on se met une sorte de masque, une fameuse persona qui amène l'idée du personnage, qui est parfois un peu rigide, on y croit, elle est installée. Et peut-être qu'en hypnose, on peut se défaire du masque qu'on a mis en place. Ce masque sont nos comportements, nos croyances, nos réactions, nos habitudes, nos réactions émotionnelles aussi bien que nos réactions physiologiques. C'est-à-dire que quelqu'un qui dit ça me stresse, donc il parle d'une réaction physiologique, eh bien il a appris que ce déclencheur déclenchait du stress. Et dans son état ordinaire de conscience, il ne sait pas faire autrement devant ce déclencheur qu'avoir du stress. La proposition de l'hypnose, c'est que dans un autre état de conscience, peut-être que cette personne aurait d'autres possibilités de réaction à ce même état déclencheur. Alors ça, c'est juste pour donner un petit peu 2-3 idées sur pourquoi on fait de l'hypnose. Mais je vous disais, ce soir, on ne va pas trop aller vers ça. Je voulais juste poser ces quelques bases. On va plutôt aller sur comment on fait de l'hypnose. C'est-à-dire comment on aide quelqu'un à sortir de son cadre subjectif, de la manière dont il maintient sa subjectivité. Et pour faire ça, en fait, c'est très simple dans l'idée. Il faut faire aux gens des choses qu'ils ne font pas d'habitude. C'est basique, hein. On ne pourrait presque définir la pratique de l'hypnose comme ça, faire aux gens, notamment avec leur cerveau, des choses qu'ils ne font pas trop d'habitude. Comme pour ouvrir une brèche dans les réglages habituels. Comme pour remettre un petit peu en décalage les processus mentaux qui sont récurrents chez un individu. Parce qu'en fait, ce qu'on croit être finit par devenir ce qu'on est. Mais si tout d'un coup quelque chose nous fait un peu dévier dans notre façon de penser ça, eh bien peut-être qu'on peut faire ce petit pas de côté qui nous redonne de la possibilité de mouvement. Du coup, souvent quand on arrive chez un hypnotiseur, il va déjà un peu parler avec nous pour savoir pourquoi on est là. La plupart des gens qui font de l'hypnose aujourd'hui sont des accompagnants, donc le cadre est souvent le cadre de l'accompagnement. C'est pas une fin en soi, parce qu'il y aurait plein d'autres choses qu'on pourrait faire avec de l'hypnose. On pourrait très bien, et je pense que ça va être progressivement le cas, avoir des praticiens en hypnose qui ne sont pas du tout des accompagnants vers de la thérapie ou de la performance ou du coaching ou des choses comme ça. Je pense que l'hypnose, avant tout ça, avant d'être utile et pragmatique, elle est aussi un moyen d'explorer et de comprendre, avant même l'idée de changer. Pour avoir quelqu'un qui dit « j'aimerais juste savoir comment je fonctionne », en fait. Ce qui pourrait être assez intéressant. Mais bon, le cadre, c'est que les gens viennent pour changer, donc on va parler avec eux. Savoir comment ils fonctionnent, qu'est-ce qui se passe pour eux, qu'est-ce qu'ils vivent. Et là, la première chose que va faire quelqu'un qui fait de l'hypnose, c'est observer les réactions, et principalement les réactions inconscientes de la personne qui est en face de lui. Parce que ce qui l'intéresse, c'est tout ce qui ne se dit pas. Imaginons, je reçois une personne qui me dit « voilà, j'ai un problème parce que j'ai un truc qui m'angoisse en ce moment ». Ça, c'est ce que la personne me dit. Et en fait, ce qu'elle me dit, c'est bien, mais c'est conscient, c'est rationalisé. C'est très bien, mais ce qui m'intéresse, c'est ce qu'elle ne dit pas. Comment ça fonctionne, ça? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'il y a comme réglage, comme programmation, comme habitude? Comment cette personne a réussi à se mettre en place un truc pareil, en fait, pour le dire autrement? Donc un hypnotiseur, il va questionner, mais il ne va pas forcément questionner pour avoir l'histoire de vie de la personne, il ne va pas forcément questionner pour avoir une rationalisation de l'individu, parce que ça n'intéresse pas trop tout ça. Déjà, quand les gens viennent nous voir, souvent ils ont essayé de rationaliser, donc si ça suffisait pour changer, ils auraient déjà changé, ils n'auraient jamais eu besoin de nous. Donc quand la personne arrive, c'est que consciemment, elle a échoué. Du coup, on va essayer de travailler à un niveau plus inconscient. Et puis assez rapidement, et là on va faire une petite expérience pour engager un petit peu ça, on va
il y a plusieurs façons de faire, hein, mais ça c'en est une. On va commencer à faire des petits tests pour voir un peu comment la personne réagit si on lui propose de faire des choses qui ne sont pas si habituelles que ça. Ces tests, ils ont deux grands intérêts. Le premier, c'est que ça va permettre à la personne déjà de comprendre qu'est-ce qu'on attend d'elle. À un petit niveau pour l'instant, mais comment ça fonctionne en fait ce truc-là? Qu'est-ce que je vais vivre si je vis une séance d'hypnose? Ça, c'est l'intérêt pour la personne. Mais même plus que pour la personne, le fait qu'elle va s'engager dans une exploration, qu'elle va tester des choses, va faire aussi qu'elle sera plus participante, elle va vraiment être actrice du travail qu'on va faire ensemble. L'hypnose se fait vraiment à deux, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et pour la personne qui pratique, ça va permettre de tester des choses et de voir comment la personne réagit. Parce que notre subjectivité, par définition, elle est radicalement différente d'une personne à l'autre, et si je te propose une expérience et que je te propose une expérience, vous n'allez pas du tout vivre la même chose, vous n'allez pas le raconter de la même façon, et ça vous nous emmènera peut-être pas dans les mêmes directions. Du coup, si moi je sais que je veux amener quelqu'un dans une direction, en fonction du retour après une expérience, je vais savoir si c'est la bonne direction ou pas, s'il faut que je corrige, que je propose autre chose, et on va co-construire en fait comme ça. Et puis si c'est avec toi, peut-être que ça sera dans une autre direction et qu'on pourra co-construire quelque chose de différent ensemble. Donc l'hypnose, c'est vraiment quelque chose qu'on construit avec l'autre. C'est pas cette image d'un hypnotiseur qui va nous imposer un état ou qui va nous dire maintenant tu vas vivre ça et ça et ça et ça. Ça on le voit dans le spectacle, puisqu'un spectacle est écrit, donc il faut que ça se passe comme dans le spectacle. Et de toute façon, pour faire ça, un hypnotiseur de spectacle sélectionne les gens qu'il va prendre sur scène. Donc il a 200 personnes, il a juste besoin d'avoir 5 qui vont pouvoir suivre son parcours, puis il va faire son spectacle. Mais en accompagnement, on a une personne, il faut que ça marche. Donc on ne peut pas se permettre de faire un test. Vous imaginez, je donne rendez-vous tous les matins à tous mes clients, à 9 h. Ouais, ils sont 10 qui sont là. Je dis, on va faire un test, je prendrai que les 3 qui réussissent le test. Ça serait un peu dommage quand même. Donc on ne peut pas faire ça. Mais on va tester, construire, tester, construire, tester, construire. Et ce que j'aimerais vous proposer déjà, c'est un premier test. Et ce premier test, on va le faire de deux façons différentes, parce que j'aimerais vous parler un peu de la notion de suggestion. Du coup, je vais vous faire à tous un premier test, de deux façons différentes. Il y en a sans doute qui vont aimer la première façon, il y en a sans doute qui vont aimer la deuxième façon, il y en a peut-être qui vont aimer aucune des deux, et d'autres qui vont aimer les deux. Mais déjà, ça permettra de faire un petit compte-rendu de qu'est-ce qui se passe quand on veut faire la même chose, mais avec une manière différente de l'amener. Ça vous tente de faire un test comme ça? D'accord. Le test est très simple. Et a priori, tout le monde y arrive assez facilement, puisque c'est juste un petit test d'imagination. D'accord? En même temps, il n'y a pas d'enjeu particulier, hein, rassurez-vous, pour ceux qui découvrent. Il n'y a jamais eu de problème de gens qui ne se réveillaient pas. On les cache, en fait, ceux qui ne se réveillent pas. Benoît, il les prend, il les tire, il les enlève de la pièce et on n'en parle plus. C'est pour ça la décharge dont il vous parlait au début. Non, puis c'est surtout très doux ce qu'on va faire. Pour l'instant, je ne sais même pas si c'est vraiment l'hypnose, c'est plutôt un jeu mental. On pourrait appeler ça un jeu mental. L'expérience, je vous la décris dans quelques instants. Vous allez mettre vos mains comme ça. Allez-y, c'est comme si vous teniez, je ne sais pas, un gros ballon. Imaginez même que vous tenez un gros ballon comme ça, bien gonflé. Et puis, vous allez fermer les yeux. Une fois que vous avez les yeux fermés, souvent, vous savez, dès qu'on ferme les yeux, on imagine mieux parce qu'on est moins perturbé par les signaux extérieurs, on est plus attentif aux signaux intérieurs. Il y a souvent les mélomanes, vous savez, qui ferment les yeux pour mieux entendre ce qu'on dit, ce qu'on joue comme musique. Et même les gens qui se concentrent parfois ferment les yeux pour être encore plus à l'intérieur d'eux. Et là, les yeux fermés, vous tenez un gros ballon et vous allez imaginer un truc tout simple. Imaginez que vos mains sont comme attirées l'une vers l'autre. Imaginez que vos mains sont tellement attirées l'une vers l'autre, elles commencent à se rapprocher. Les mains se rapprochent. Et plus elles se rapprochent, plus vous pouvez sentir qu'il y a comme un mouvement presque inconscient, comme si ça se faisait en dehors de vous-même, qui se crée naturellement à l'intérieur de vous. Les mains se rapprochent de plus en plus. Elles sont attirées, aimantées l'une vers l'autre. Ressentez que les mains bougent toutes seules, comme si elles étaient complètement attirées l'une vers l'autre. Et elles se rapprochent de plus en plus facilement. Vous l'imaginez, vous le ressentez. Et chacun le vit à son rythme. Les mains s'attirent de plus en plus. L'espace entre les mains réduit. Les mains vont aller jusqu'à se connecter, jusqu'à se rencontrer. Et vous ressentez simplement que vos mains sont comme attirées l'une vers l'autre. Continuez l'expérience et puis je vais vous donner 2-3 petites explications. Là, je viens de vous le faire en vous donnant des directives
désordre, on pourrait dire. Je vous ai imposé quelque chose, et vous avez tous réagi différemment. Il y en a qui ont les mains qui se touchent, d'autres pour qui elles se sont bien rapprochées, d'autres pour qui elles ont à peine bougé, et d'autres encore pour qui elles sont restées quasiment à l'endroit où elles étaient au début. Il semblerait qu'on ne soit pas tous réactifs au même type de suggestion. Il y a des gens, par exemple, quand on leur demande de faire quelque chose, ils le font très facilement. Et d'autres pour qui il y a presque une sorte de résistance à la demande. Alors, je vais vous suggérer dans quelques instants un mouvement inversé, mais cette fois, on va partir sur quelque chose qui est comme une autre forme de suggestion. Dans quelques instants, vos mains, du coup, vont partir dans l'autre direction et c'est comme si l'espace entre les mains pouvait s'élargir. Et je vais vous demander de faire quelque chose, allez imaginer comme si, je vous disais tout à l'heure, vous teniez un ballon et imaginez ce que ça pourrait faire si vous gonfliez ce ballon que vous tenez. On a tous fait ce truc de gonfler un petit ballon de baudruche, par exemple. Et c'est marrant quand on prend une grande respiration et qu'on souffle dedans, sentir cette matière qui s'élargit, sentir quelque chose qui grandit, parfois très vite. Un peu comme si l'objet qu'on tenait entre les mains était beaucoup plus grand. Et on en mesure la taille et on ressent comme ça cet objet qui grandit, qui prend de plus en plus de place. Et ce mouvement, vous savez, il ressemble au mouvement qu'on a quand on veut saisir quelque chose. Mais si on veut saisir quelque chose de très très grand, ou peut-être même prendre quelqu'un dans ses bras, vous savez tous ce mouvement qu'on fait quand on va vers quelqu'un qu'on aime beaucoup. Et il y a souvent ce mouvement d'ouverture, il y a souvent ce mouvement de connexion. Et ce mouvement aussi fait penser, vous savez, à ce geste qu'on pourrait faire si on voulait s'amuser à être un oiseau ou voler. Les enfants font souvent ces mouvements comme ça. Comme s'ils se connectaient à ce rêve très profondément humain de s'envoler, de pouvoir monter, s'élever. Alors pour l'instant, comme c'est juste un petit test comme ça pour voir un petit peu comment chacun vit l'expérience, je vais vous proposer de reprendre le contact avec vos mains, de remettre de la conscience dans ce mouvement, de vous rapproprier les doigts, de reprendre une bonne respiration, d'ouvrir les yeux. Et puis on va déjà faire un petit sondage par rapport à ce premier petit test d'imagination. Déjà, question générale, qui a ressenti, dans un sens ou dans l'autre, ou peut-être même dans les deux, que ses mains bougeaient? Est-ce que vous pouvez lever la main? À peu près tout le monde, hein, je pense que c'est un exercice vraiment assez simple. Il y a toujours des gens qui arrivent plus facilement que d'autres, ça dépend notamment de notre métier. Si on a un métier où on suscite souvent notre imagination ou une passion artistique, l'imagination est plus active. On peut imaginer quelqu'un qui a peut-être une vie dans laquelle l'imagination a très très peu de place, parfois être déconnecté de ça, et ça demande un petit entraînement, mais tout le monde peut y arriver. Et même là pour ceux, j'en ai vu là qui arrivaient très vite, sans doute qu'il y a une bonne connexion à l'imagination. Maintenant, tout le monde peut arriver à ça avec quelques dizaines de minutes d'entraînement. Hein, ça se réchauffe très vite, l'imagination, si on commence à rentrer dedans. Je dis ça aussi parce que parfois, il y a toujours des gens qui se croient plus ou moins réceptifs à tout ça. Oui, si on fait un test basique chez tout le monde, il y a des gens qui arrivent plus rapidement que d'autres. Mais si on prend un petit peu de temps, tout le monde y arrive, même très facilement. L'hypnose, c'est aussi quelque chose qui s'apprend, pas seulement quelque chose qui se vit quelques instants comme ça. Ah, d'accord, je m'inquiétais. C'est lié à l'exercice ou c'est... Non, d'accord. Alors vous savez que souvent, quand il y a des sensations comme ça dans le corps, on peut juste se dissocier un peu pour laisser passer aussi. Un peu comme si vous preniez du recul. Vous aviez les mains qui bougeaient il y a quelques instants? D'accord. Imaginez que vous bougez vous-même et vous commencez à flotter un peu au-dessus de vous-même. Ça ferait quoi? Ça irait certainement mieux. Ça irait certainement mieux. D'accord. C'est souvent les gens qui travaillent sur la douleur créent ce genre d'imagination, qu'on quitte un peu le corps quelques instants, comme si on était un peu spectateur de soi. Et ça peut aider en tout cas. Et quand on arrive bien avec l'imagination sur le corps, on y arrive aussi souvent après, juste avec les images en tout cas. Du coup, je ne sais plus ce que je disais. J'ai une amnésie. Oui, donc ce que je disais, c'est que tout le monde peut y arriver avec un petit peu d'entraînement. C'est simplement quelque chose qui s'active un petit peu. Qui a ressenti plus le mouvement sur la première version? Un peu plus autoritaire, on pourrait dire. Vous pouvez lever la main, ceux qui ont... Ok, d'accord, vous êtes
pas beaucoup hein, dans la salle. Qui a plus ressenti le mouvement sur la deuxième proposition? D'accord, là on a une grande majorité. Ok, super. C'est étonnant, j'aurais pensé que ça allait être plus équilibré. Alors il y a un petit facteur qui joue aussi, c'est qu'évidemment on est déjà un peu plus entraîné sur la deuxième proposition que sur la première. C'est pas une étude scientifique rigoureuse parce que pour vraiment bien la faire, il faudrait même inverser les propositions avec un autre groupe, etc. Mais ça donne quand même, souvent il y a quand même plus de gens qui arrivent mieux sur la deuxième méthode que sur la première, même si à mon avis ça devrait être légèrement plus équilibré si on prenait peut-être un public neutre aussi. Qui a eu la sensation que les deux étaient à peu près identiques? Est-ce qu'il y en a? Oh, il y en a aussi pas mal, d'accord, super, ok. Pour qui il y en a une qui a été même désagréable à vivre? Personne? Si, un petit peu. La première ou la deuxième? La première, oui, ok, d'accord. Bon, là, pareil, vous êtes un public sympathique, parce que je pense que la première, autant elle peut très bien fonctionner avec certains, autant elle peut vraiment gêner certaines personnes aussi. Le fait que ça soit très autoritaire, je n'ai pas non plus fait en vous hurlant dessus, mais en tout cas avec beaucoup d'impératifs, avec une voix assez dure, avec un rythme assez rapide, eh bien il y a vraiment des personnes qui n'aiment pas du tout qu'on leur fasse quelque chose comme ça. Alors si ces personnes vont dans un spectacle, on va dire que ce sont des mauvais sujets d'hypnose, mais en fait non, c'est juste des personnes qui n'aimeront pas un style autoritaire. Mais vous voyez, déjà sur un paramètre comme ça, il y a une autre chose qui joue, c'est que le premier style est très direct dans le langage, c'est-à-dire il y a du faire, il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à vivre. Alors que la deuxième version, je vous ai pas du tout demandé de faire quelque chose. Il n'y avait rien à faire de particulier, juste évoquer des situations où on va avoir les bras qui vont s'écarter. Alors, on sait qu'il y a une intention derrière, et puis on a compris l'exercice. Et évidemment, même si on ne savait pas du tout qu'il y avait une attente dans l'exercice, il aurait peut-être un peu moins bien fonctionné aussi. L'attente va jouer aussi. Mais au-delà de ça, eh bien on s'aperçoit que c'est avant tout comment on va imaginer les choses qui vont nous les faire vivre. Et la première version, pourquoi elle marche souvent un peu moins bien, statistiquement? Parce qu'elle engage beaucoup moins l'imagination. On me demande de ressentir que mes mains sont attirées l'une vers l'autre. C'est basique, j'y arrive ou j'y arrive pas. En fait, si j'y arrive pas, je ne vais pas insister longtemps parce qu'on ne me propose pas le matériel pour soutenir mon imagination. Donc il y a des gens qui sont soit assez créatifs pour remplacer ce qu'on ne dit pas, ça marche, soit il y a des personnes qui vont tout de suite comprendre le truc, se connecter à l'expérience et bien y arriver. Ces deux catégories de population réussissent bien la première version. Pour la deuxième version, tous ceux qui ont besoin d'être plus stimulés, qu'on leur raconte une histoire, qu'on prenne le temps, qu'elles découvrent quelque chose, qu'elles soient plus impliquées dans l'expérience, eh bien toutes ces personnes qui vont plus se sentir connectées à ça vont plus facilement rentrer dans l'expérience. Alors vous voyez, ça c'est déjà une chose toute bête, hein, mais pendant longtemps en hypnose, jusqu'à il y a grosso modo une cinquantaine d'années, on pensait que l'hypnose était ordonnée aux gens de rentrer sous hypnose. Alors imaginez ce que ça pourrait donner de dire à quelqu'un: détendez-vous complètement maintenant, soyez complètement détendu, laissez-vous complètement aller, je vous parle, vous n'écoutez que ma voix, le monde disparaît, vous n'écoutez que ma voix, vous êtes sous hypnose maintenant. On sent que ça va pas fonctionner sur tout le monde, non? Évidemment, le contexte va jouer. Si on est, si tout d'un coup, je ne sais pas, tu as une demande importante, une attente et tout ça, ou imaginons que tu sois croyant et puis que je sois une sorte de référence dans le dogme dans lequel tu es, par exemple, ou un truc comme ça, et bien tout ça pourrait rajouter du contexte, en fait. Vous voyez, par exemple, je ne sais pas, une personne qui est, je sais pas, qui a une autorité spirituelle dans sa religion, dans sa croyance, si c'est cette personne qui fait ça, ça marchera mieux parce qu'il y a une autorité. Ou pour quelqu'un qui va reconnaître à une personne un certain pouvoir, ça marchera mieux parce qu'il y aura ça. Et c'est pour ça que les hypnotiseurs de spectacle prennent les atours de la fascination. Mesmer qui se dit le fascinateur et qui va jouer sur l'idée qu'il a un pouvoir de ses ancêtres, je crois, ou un truc comme ça. Et bien évidemment, même si les gens n'y croient pas trop, ils se racontent une histoire. Et le fait de se raconter une histoire rajoute un petit peu de capacité à vivre l'expérience. Donc ça va rajouter quelques pourcents, chaque paramètre va rajouter quelques pourcents de gens qui vont rentrer dans l'expérience. Mais là où c'était très limitant, cette forme d'hypnose, c'est que déjà on met de côté une bonne partie de la population. Mais ça pose un autre problème. Même les gens qui rentrent sous hypnose comme ça ne rentrent pas dans le bon état. Ils ne rentrent pas du tout dans un état qui nous intéresse. Parce qu'ils rentrent dans un état passif où ils ont l'impression que c'est l'autre qui va tout faire. Malheureusement, c'est souvent la demande des gens en accompagnement, hein, quand même. Changez-moi. Limite, vous savez, vous voyez, bah, vous prenez mon cerveau, moi je vous le donne. Je reviens, vous me dites quand c'est fini, je reviens. C'est vrai que l'hypnose, il y a ce mythe presque du confort de « on va me changer ». Alors je ne vais pas travailler, je ne vais rien faire, le type il va simplement m'ordonner un truc et c'est bon, puis il me réveille, en plus je serai endormi. Alors qu'en fait, pas du tout. Déjà, ça ne marche pas très bien quand on fait ça. Puis le but, quand même, dans toute forme d'accompagnement, c'est d'autonomiser les gens.
Et s'ils ont l'impression que c'est nous qui avons fait le travail, déjà c'est faux, parce que le travail c'est les gens qui le font en fait. Hein. Mais en plus, ils ne se rendront pas compte que c'est eux qui l'ont fait. Et donc ils auront l'impression, s'ils ont un autre problème, qu'il faudra retourner voir la personne pour qu'elle nous refasse un coup de baguette magique, et puis abracadabra, et puis c'est bon. Mais c'est vrai que l'hypnose, il n'y a pas si longtemps que ça, ressemblait à de l'abracadabra, quoi. Regardez-moi dans les yeux, rien que dans les yeux, je vais compter jusqu'à 3, 3, 1, 2, 3, vous êtes changé, complètement changé. Une fois, j'ai vu un metteur de spectacle qui faisait ça, et c'est marrant parce que ça peut marcher quelquefois. Évidemment, là, je ne vais pas trop rentrer dans le contexte de ça, mais évidemment, même si ça marche, un, la façon dont ça marche n'est pas forcément souhaitable, deux, ça tient rarement, parce qu'une personne qui a une problématique va falloir peut-être quand même se renseigner sur sa problématique. A priori, c'est tout un écosystème, notre fonctionnement subjectif, et il ne suffit pas de dire à quelqu'un, et maintenant tu manges moins et tu vas perdre 15 kilos. En fait, si la personne mangeait, c'était pas juste elle attendait qu'on lui dise de ne pas manger, c'est qu'elle avait plein de comportements autour. Et si on ne les prend pas en compte, on risque de générer encore plus de frustration, peut-être des choses qui vont se compenser ailleurs. Enfin, ça serait juste pas la chose à faire. Mais il faut se rappeler qu'il n'y a pas si longtemps que ça, on avait des connaissances extrêmement pauvres sur tous les principes de fonctionnement humain. Donc en fait, les gens y allaient à tâtons, ils testaient des choses. Et puis on n'avait pas trop d'idées sur ce qui pouvait fonctionner mieux. Donc c'est normal qu'il y ait eu cette histoire-là de l'hypnose. Maintenant, on est passé à autre chose. Et justement, pour aller un peu plus loin dans la notion de la suggestion, il y a eu un très grand hypnotiseur au siècle dernier, Milton Erickson, qui pour plein de raisons, on ne va pas faire toute son histoire là, mais a fini par découvrir que la meilleure façon d'hypnotiser les gens, c'est qu'ils ne sachent pas quand l'hypnose commence. Parce que dès qu'on disait le mot hypnose, ça détend pas. Ça détend pas beaucoup le mot hypnose. C'est pas le mot qui invite à se laisser complètement aller. Du coup, lui, il racontait des histoires dans lesquelles il y avait tous les ingrédients de l'hypnose. Les gens se retrouvaient dans des états très hypnotiques. Et c'est un des premiers, pas un des premiers à l'avoir dit, mais un des premiers à l'avoir montré, qu'on pouvait vraiment hypnotiser tout le monde si on avait une pratique qui était un minimum flexible, qu'on s'intéressait aux gens, qu'on crée un bon rapport, et qu'on savait un petit peu comment s'adapter à différents types de personnalités. Alors vous me direz, ça fait beaucoup de si quand même. Hein. C'est-à-dire qu'en gros, ça ne s'apprend pas en 2 heures. Mais développer l'empathie, développer la compréhension du fonctionnement humain, développer la capacité à être vraiment à l'écoute aussi de l'autre, ça c'est très important dans la pratique, et bien manier la rhétorique, le langage, et donc s'adapter à différents types de caractères, bah, ça ouvre la possibilité d'une hypnose universelle. Individuelle, pas collective. Collectif, on n'aura jamais tout le monde. Même si là, je vous fais une très longue séance d'hypnose avec toute la technique du monde, il y en a certains à qui ça ne conviendra pas parce que ce n'était pas le bon rythme, parce qu'ils auraient aimé qu'on dise ça avant, parce que la voix ne leur va pas, parce que... En collectif, il n'y a pas de formule magique. Par contre, en individuel, il y a une formule adaptée. Alors justement, pour faire une deuxième petite expérience, on va aller un peu plus loin. J'aimerais quelqu'un là qui a déjà peut-être bien senti, quelqu'un qui a bien senti les deux, c'est-à-dire qui était un peu à l'aise avec les deux formules proposées. Peut-être même, vu qu'il y en a un bon nombre d'entre vous là qui avaient pas trop de différence entre les deux propositions, est-ce que quelqu'un parmi ceux-là veut venir? Oui, toi ça te tente? Super, bah écoute, viens. Comment tu t'appelles? Alexandre. Alexandre, d'accord, ok. Comment toi, tu as vécu, alors moi en plus je te voyais parce que tu étais au premier rang, mais parfois on n'est pas toujours très objectif par rapport à ça. Est-ce que toi tu avais l'impression que le mouvement était rapide ou lent par exemple? Plutôt lent. C'était plutôt lent, d'accord. Mais je ressentais bien les mains comme un aimant en fait. Est-ce que tu as eu l'impression à un moment donné que c'était plus du tout toi qui faisais l'action? C'est-à-dire ça se faisait tout seul en fait ce truc? Ça se faisait tout seul, oui. Ouais. Genre tu aurais pu presque penser à autre chose, ça continuait un petit peu tout seul. Oui. Ok, super, d'accord. Il y en a eu d'autres, j'imagine, qui ont eu cette sensation-là. On va la creuser un peu, cette sensation-là. Je vous disais au début, le but d'un hypnotiseur, c'est de faire faire à quelqu'un quelque chose qu'il ne fait pas trop d'habitude. Alors, on va souvent aller attaquer les paramètres qui, pour nous, sont tellement normaux, presque immuables, qu'en fait, si on les met un tout petit peu en cause, ça vient tout mettre en mouvement à l'intérieur. Il y en a plein, des paramètres comme ça. Moi, il y en a un que j'aime beaucoup, qui me plaît beaucoup, parce que, et encore une fois, c'est un parmi plein d'autres, c'est l'impression d'une identité qui contrôle. Vous savez, ce truc qui fait que quand on dit « jeu », on croit vraiment qu'il y a un truc unifié. Et donc que ça nous semble tout à fait normal que ce jeu, il contrôle le corps et qu'on s'identifie à ça. Il y a un terme technique qu'utilisent les scientifiques qui s'intéressent à cette notion-là, c'est l'agentivité. Je me sens agent de moi-même. Par exemple, si je te serre la main, je me sens agent de moi-même. C'est un exemple, mais on peut le faire si tu veux, ça fait plaisir. J'ai vraiment l'impression que c'est moi qui fais ce mouvement. Après, si on questionne c'est qui moi, c'est plus compliqué parce que on pourrait
passer toute une soirée sur cette question-là même. Mais vous voyez, ça serait très étrange, en tout cas ça on peut tous le figurer, qu'une personne dise « Ah non, c'est pas moi qui ai fait ça. Je crois que mon corps, il l'a fait un peu tout seul. » Je pense que dans notre carte du monde, à peu près tous, si quelqu'un nous dit ça, eh bien on s'inquiète. Non? Par exemple, si vous voyez quelqu'un qui marche dans la rue et qui vous dit « Oh, mes jambes marchent là, mais moi je sais pas très bien ce que je fais. » C'est pas très habituel ce truc-là. C'est-à-dire qu'on a fait des maisons, vous savez, pour les gens comme ça. Et ce qui est triste quelquefois, parce que parfois ils sont géniaux aussi ces gens-là, mais en tout cas s'ils en souffrent, c'est un peu plus compliqué. Ce qui est certain donc, c'est qu'a priori, on a l'impression que notre corps et nous, c'est une seule et même chose. Même ça, c'est assez étrange, parce qu'on pourrait longtemps réfléchir à ça et se dire c'est peut-être pas si évident que ça. Déjà, est-ce que mon corps c'est moi? Est-ce que je suis mon corps? Est-ce que... C'est pas une question si simple que ça. On pourrait vraiment longtemps réfléchir à ça. Mais en tout cas, ce qui est très bizarre, c'est si c'est de façon concrète, par exemple, ta main, tu as l'impression qu'elle t'appartient plus. Ça serait vraiment très étrange à vivre, non? À ton avis, c'est plutôt la droite ou la gauche que tu pourrais ne plus avoir en sensation d'appartenance? La droite. Ça tombe bien, parce que je suis de ce côté-là, ça me va très très bien. Et déjà, je trouve qu'elle est posée un peu bizarrement. Quand on regarde vraiment, alors que l'autre paraît beaucoup plus vivante, je trouve, celle-là, elle a l'air un peu dissociée, un petit peu... Je ne sais pas si c'est le genre de main qui serait capable de bouger un petit peu toute seule. Parce que parfois, tu sais, quand on commence à faire ce genre d'expérience, qui est un petit peu étrange, hein, j'en conviens, mais il y a parfois des petits mouvements un peu automatiques qui commencent à se mettre en place. Ce genre de choses. Ce qui n'est pas du tout conscient pour le coup, et c'est très étrange qu'il y ait un mouvement inconscient qui apparaisse sur le pouce comme ça. C'est drôle ça. Alors parfois, quand il y a un doigt qui commence à bouger, ça entraîne les autres. Et voire ça entraîne parfois, comme ça. Parfois ça commence. C'est contagieux. On fera en sorte que ça ne dépasse pas l'épaule. Hein. On va mettre en quarantaine le bras. C'est un peu à la mode en ce moment avec les virus et tout ça. Eh bien, on va faire en sorte que la contagion hypnotique s'arrête à l'épaule dans quelques instants. Ce qui fait que pour l'instant, elle va se propager quand même, parce qu'au début, c'est difficile d'empêcher qu'un truc se propage dans toute la main, en fait. Voire même, si c'est toute la main, au bout d'un moment, elle commence à s'élever un peu. Parfois, elle commence à flotter un peu. Et quand ça se propage vers le poignet, alors là, en général, ça commence à vraiment être assez étrange à vivre. C'est étonnant à vivre, non? Ouais. Ouais, c'est ta main pourtant. Ouais, mais elle bouge toute seule. Ça, c'est assez drôle parce que tu sais, on va même mettre un code avec ça. Imaginons que je pose une question à ta partie inconsciente. Il faudrait définir ce truc-là, je ne sais pas très bien ce que c'est au fond, mais c'est une métaphore. Et je dis, si ta partie inconsciente est d'accord pour aller beaucoup plus loin dans l'expérience, alors la main va venir vers moi. Il y a un truc à l'intérieur de toi qui a l'air de s'identifier aussi à ta main. C'est un truc, c'est une blague, j'avais déjà raconté dans un cabinet public, mais c'est venu d'une personne une fois qui m'a dit « je ne crois pas avoir un inconscient ». Et ça m'avait marqué, parce que bon, quand on travaille avec l'inconscient tous les jours, on croit que tout le monde pense avoir un inconscient. Et c'était un client qui était venu me voir, il me dit « vous savez, je viens avec l'hypnose, mais je ne suis pas sûr d'avoir un inconscient. Vous pensez que j'ai un inconscient ?» Et là, je me suis dit « comment fait une personne pour croire qu'il n'y a pas de part inconsciente en elle ?» Alors, je me demandais, est-ce qu'il pensait que c'était une entité, l'inconscient? Non, non, pas du tout. Il n'était pas trop dans ce genre de métaphore un peu simpliste. Il disait, non, je ne sais pas s'il y a vraiment des choses inconscientes. Alors, je lui prenais des exemples. Je lui dis, quand vous dormez la nuit, il y a des rêves qui se produisent, c'est pas vous. Il me dit, qu'est-ce que vous en savez que c'est pas moi? Oui, si, c'est vous. Alors, non, après, on peut discuter de ça, c'est toujours... Et du coup, c'est drôle parce que je voulais lui faire une blague, du coup. J'aime bien rigoler un peu avec mes clients. Et donc, je le mets un peu sous hypnose, comme ça. Et puis, je lui dis, voilà, maintenant, votre part inconsciente, elle est dans la main. Alors, il était un peu choqué, vous imaginez. Déjà, toi, ça te fait un peu bizarre, mais quelqu'un qui pense ne pas avoir d'inconscient, d'un coup, ça ouvre une fenêtre, il regardait sa main comme ça. Et puis, c'est mon inconscient qui est là. Je dis, je sais pas, en tout cas, c'est pas vous qui bougez la main. Il fait, ah non, là, c'est pas moi. Ça commence à devenir amusant. Puis, d'un coup, on met un signal comme ça sur, par exemple, ça peut être la main qui bouge dans un sens pour dire oui, dans l'autre pour dire non. Du coup, on pose quelques questions. Ça va, inconscient? Ça répond. Si je te pose une question et que la réponse est non, tu peux aller vers le corps, et si la réponse est oui, tu peux aller un peu vers moi. Et j'aimerais juste te poser une question. Est-ce que tu trouves ça chouette d'expérimenter un état comme ça? Ça répondait non, j'étais malin quand même, mais ça répond oui. Et donc ce type-là, pour revenir à cette histoire, une fois que sa main est là, je parle à son inconscient du coup. Hein. Donc il me regarde comme ça, et puis d'un coup je dis, dis-moi inconscient, tu sais qu'il y a une conscience quelque part?
Et vous savez quoi? Ça a répondu non. Moi, ça me fait beaucoup rire, en tout cas. Ça l'a fait un peu bugger aussi. Et du coup, comme j'ai trouvé ça drôle, j'ai posé cette question à plein de gens qui venaient me voir à un moment donné. J'ai une période comme ça où, sur plein de gens, on disait, voilà, est-ce qu'il y a une conscience? Est-ce que tu sais qu'il y a une conscience dedans? Vous demandez ça à la partie inconsciente. Et bien, c'était pas le seul. Il y en a beaucoup pour qui ça répond non, en fait. Ce qui est drôle, est-ce que la part inconsciente a conscience qu'il y a un truc qui croit être conscient? Ou est-ce que cette part-là, elle trouve que c'est une sorte d'épiphénomène un peu étrange comme ça, mais ça venait d'un truc quand même. C'est que souvent, on a des gens qui nous disent « Mais moi, j'aimerais bien avoir confiance en moi, mais j'ai un truc qui me bloque à l'intérieur. » Et en fait, quand on va questionner à l'intérieur, personne n'est au courant que la personne va avoir confiance en elle, ni même ce que c'est ce truc de confiance. C'est-à-dire que c'est comme des parties qui ne communiquent pas trop ensemble, tout ça. Il y en a une qui veut un truc, puis vous imaginez notre inconscient, peut-être qu'il pense que la réalité, c'est ce qu'il fait la nuit. Puis de temps en temps, il pense qu'il se dit, tiens, je rêve un peu d'un truc bizarre pendant la journée, un truc très linéaire, très répétitif. Au moins, on s'amuse. On ne sait pas, en fait, qu'est-ce qu'il pense. Je t'oublie pas, hein, je suis toujours avec toi. Donc là, on a typiquement une perte d'agentivité. On a quelqu'un qui, tout d'un coup, est à la fois conscient, tu es là, on se parle, on peut communiquer, qui a une main qui a l'air d'être beaucoup plus investie de quelque chose d'inconscient. Dis-moi, par inconscient, je la tutoie, tu me dis. Est-ce que toi, tu sais des choses, si ça pouvait remonter jusqu'à la partie consciente, ça serait très très utile? Ah oui. Est-ce que parfois tu essaies de donner des astuces, des conseils, des intuitions, par les rêves, par des émotions, par des sensations, ou par plein d'autres biais, à la partie consciente, mais qu'elle ne comprend pas? Est-ce que ça arrive, ça? Ouais, ok. Est-ce que ça t'arrive quelquefois de donner genre plein de fois le même message et ça ne comprend toujours pas? Ok. Ouais, ça fait bizarre quand on... C'est le cas pour moi aussi, hein, rassure-toi, c'est à peu près pour tout le monde, je pense, mais je trouve que la question est toujours intéressante. Écoute, par inconscient, je te remercie pour cette rencontre. C'est drôle de parler à une main, mais c'est mon métier, je parle à des mains, ça m'arrive souvent. Je vais prendre ton poignet, et au fur et à mesure que je vais le reposer à sa place d'origine, tu vas avoir la sensation que toute cette petite expérience se dissipe tout doucement. Comme si, tu sais, on était à la fin d'un film, et puis que le rideau tombe, et c'est au théâtre plutôt que le rideau tombe. Et puis on revient vraiment à un état de conscience plus ordinaire. Ta part inconsciente, elle est toujours présente, mais elle peut être présente un peu plus comme d'habitude. Et ta part consciente peut se réapproprier cette main pour la faire bouger un petit peu. C'est toi, c'est toi. Oui. Super. Qu'est-ce que tu en penses? Enfin, je sais pas les mots, mais c'est vrai que c'est fantastique le fait de voir que en fait, on peut communiquer avec son inconscient. Mais... Oui. C'est intéressant parce qu'on n'est pas dans un état d'hypnose très profond, hein. On voit bien. Alors oui, là aussi il y a des clichés quelquefois. On pense qu'un état forcément profond, la personne a les yeux fermés et tout ça. Mais quand je dis profond, c'est qu'il n'y a pas tant de paramètres subjectifs qui sont altérés. Il y a un paramètre subjectif qui est altéré, c'est que tu as l'impression que ce bras n'est plus comme d'habitude. Oui, c'est un peu comme si tu es un peu pas paralysé, mais un peu comme quand on a les fourmis. Oui, ça peut ressembler à ça, oui, très juste. Mais ce n'est qu'un paramètre de la conscience, on pourrait modifier plein d'autres paramètres. On dit souvent qu'un état commence à devenir profond quand il y a au moins 4-5 paramètres qui commencent à être bien modifiés. C'est-à-dire qu'on a créé quelques effets qui viennent se rajouter les uns aux autres. Par exemple, si on a ça, plus le fait, par exemple, que je te dis, je ne sais pas, tu vois à travers ta main, le cerveau peut calculer et te donner l'impression vraiment que tu vois à travers la main, ce qui sera faux, hein, il ne faut pas imaginer qu'on peut faire passe-muraille avec ça, mais ça commencera à devenir un peu encore plus étrange. Si je te dis, par exemple, que tu ne vois plus la personne qui est sur cette chaise, ce sera une hallucination visuelle quand même assez forte, qui demande parfois un peu d'entraînement pour arriver à ça. C'est pas le premier truc qu'on fait, mais c'est pour donner des exemples. Ou si je te dis tout d'un coup, on est en hauteur, pareil, et que tu ressens un petit peu le vide en dessous, et que tu as l'impression qu'il y a du vent, par exemple, là on commencerait à avoir beaucoup de paramètres de la conscience qui sont modifiés. Là on serait vraiment sur un état profond, parce que ça ferait plein de formes hallucinées, en fait, visuelles, auditives, dans le corps. Plus on a en fait un état qui est général comme ça, plus on va dire qu'il est profond. Un état léger, du coup, il y a peu de paramètres qui sont activés. Le fait d'avoir juste plus chaud, par exemple, il y a quand même un effet, mais ce n'est pas un effet qui modifie tous les paramètres de la subjectivité. Ou le fait d'avoir une sensation de légèreté ou de bien-être, pareil. Merci beaucoup, en tout cas, pour ce moment. Je te resserre la main. Merci à toi. C'était ma vraie main. J'aurais pu dire je vous serre la main tous les deux, mais ça aurait pu...
Alors, vous voyez, on va parler un petit peu de la technique de ce qui s'est passé là. Parce que peut-être aussi que ceux qui connaissent pas vraiment le fonctionnement de l'hypnose, peut-être juste qu'on lu des choses sur ce qu'on pouvait faire, ou peuvent s'interroger sur mais qu'est-ce qui fait que on a juste deux personnes qui parlent, et puis tout d'un coup que cette personne vit complètement cette expérience. On pourrait décomposer ça. L'expérience commence évidemment dès que tu te lèves, en fait. C'est-à-dire que même si au début je fais semblant de vous parler, en fait je suis déjà en train de lui faire beaucoup de suggestions. Vous vous rappelez ce que je vous disais tout à l'heure, il faut que l'hypnose commence, enfin il ne faut pas que la personne sache quand l'hypnose commence. Du coup, pour le dire autrement, il faut que quand il croit que ça commence, ça soit déjà terminé quasiment. Mais en fait, quand je parle de sa main, je sais que c'est déjà fait. Le truc devient étonnant pour lui, mais en fait, les petites barrières qu'il aurait pu y avoir, les petites résistances, on les a déjà travaillées à ce moment-là. C'est-à-dire que tout a un but. La main est déjà choisie quand je lui serre la main. Il y a déjà quelque chose qui se met en mouvement sur cette main-là. Quand je te demande quelle est la main, je sais aussi que tu vas me répondre celle-là. De toute façon, l'autre, elle ne m'arrange pas, donc je sais qu'il faut que tu répondes celle-là. Et plein d'autres choses, en fait, qui sont simplement saupoudrées, suggérées pendant tout ce temps. L'idée, c'est qu'il y a toujours deux langages dans ce que va dire quelqu'un qui fait de l'hypnose. Il va parler à un niveau conscient, et puis il faut qu'il y ait des suggestions qui passent à un niveau inconscient. On va se prendre un petit exemple. J'avais demandé quelqu'un qui avait réagi aux deux tests, pour le coup. C'est-à-dire quelqu'un qui était aussi à l'aise avec une demande simplement formulée, que quelqu'un qui était à l'aise avec quelque chose qui était plus de l'imagination. Si j'avais eu quelqu'un qui avait seulement été à l'aise avec les demandes formulées directement, j'aurais même pu aller un peu plus vite et j'aurais pas eu besoin peut-être de prendre autant de précautions au début. Si par contre j'ai quelqu'un qui me dit « moi j'ai surtout réagi à la deuxième version », peut-être qu'il faudra encore plus que je prenne du temps. Parce qu'en fait quand j'ai commencé à parler de ta main, c'était des suggestions qui étaient assez visibles pour le coup. Et avec quelqu'un qui n'aurait pas du tout adhéré à des suggestions très directes, j'aurais pris un peu plus de temps avant d'aller directement là où il devait se passer quelque chose d'important. La première chose au début, c'est de vérifier, c'est déjà humain, c'est de vérifier que l'autre nous suit, en fait. Donc qu'est-ce que j'ai fait pour ça? Eh bien, à chaque fois que je vous disais un truc, de temps en temps, je te regardais, puis je faisais ça, et je vérifie que tu fais ça avec la tête. C'est tout bête, mais ça me permet de savoir si on est à peu près sur la même longueur d'onde. Si tu es un peu méfiant, si tu es un peu... Je vais prendre le temps, en fait. Il faut savoir que nos clients en accompagnement sont souvent méfiants quand ils arrivent. Vous imaginez le tableau. Je prends un rendez-vous avec un type qui fait de l'hypnose déjà. C'est pas hyper rassurant quand même. Je vais être seul dans un cabinet avec lui, ou elle, pas rassurant non plus. Je vais devoir lui parler de choses importantes, intimes peut-être même des choses que je dis jamais. Et en plus, cette personne va me demander de fermer les yeux et de me laisser aller. Ouais, le pari est fort quand même. Parfois, il y a des gens qui me disent « oui, mais c'est plus facile en cabinet ». Ah, pas forcément, je trouve. À la limite, ici, tu peux toujours te dire qu'en fait, il y a plein de témoins, il ne va pas se passer grand-chose. Mais seul dans un cabinet avec quelqu'un, quelquefois, il y a des gens, ils sont sur la résistance. Et si vous essayez de les mettre sous hypnose alors qu'ils sont dans la résistance, il y a des chances que ça ne fonctionne pas, que ça casse la relation de confiance, que la personne, après, se pose trop de questions, qu'elle y mette trop de mental ou d'envie que ça fonctionne. Tout ça va amener de la résistance, finalement. Donc souvent, on va passer par le jeu. On va discuter, et on va voir aussi comment la personne va réagir. Donc, il y a des choses qui vont passer par le corps. Même à un moment donné, je change de rythme, par exemple, de voix, pour voir si tu changes aussi de rythme dans ta façon d'écouter. Je vérifie en tout cas que la communication, elle passe assez bien. Et puis, on va tenter quelques petites suggestions au début, mais des petites choses toutes simples. Souvent, la première partie, quand on fait de l'hypnose, c'est de lancer des sondes un peu comme ça, puis de voir s'il y a des réactions ou pas. Quand je dis lancer des sondes, elles peuvent être de plusieurs natures. Par exemple, je peux poser des questions à quelqu'un pour qu'il me parle de ses représentations, de ce qu'il ressent, de ce qu'il vit. Quand je te demande si c'est bien ta main, c'est intéressant de voir quel temps il met pour répondre, par exemple. Quand je lui demande laquelle de demain, par exemple, ça c'est assez concret, mais quand je demande laquelle de demain est susceptible de rentrer sous hypnose, c'était intéressant de voir comment tu les as regardés, quel temps t'as pris, comment t'as vérifié que cette main elle bougeait bien et que t'as même pas pris le temps de vérifier que l'autre elle bougeait déjà encore, alors qu'elle bougeait encore un petit peu à ce moment-là. On va placer aussi la personne dans une posture qui est presque la même posture qu'on pourrait avoir si on racontait une histoire à quelqu'un. C'est-à-dire qu'on veut que la personne ait envie de la suite de l'histoire. Un conteur, il va tout faire dans sa manière de parler, dans son phrasé, dans ses rythmes, pour qu'on ait envie de la phrase suivante. Et encore de la phrase suivante. Et encore de la phrase suivante. Ce qu'on appelle de l'écoute, pour ce que les pédagogues quelquefois connaissent. Non. C'était pas un bon exemple.
Non, en tout cas, les conteurs le connaissent bien, ce truc-là. Tenir en haleine un public, ça a beaucoup inspiré l'hypnose, hein, le travail du conteur. Dans la formation qu'on a à l'Arche, on est vraiment allé voir des comédiens, des conteurs, pour comprendre un peu leur travail, pour savoir comment ils faisaient. Et ça nous a fait énormément évoluer sur ce qu'on comprenait de ce qu'on faisait et comment l'enseigner aussi. Parce que les bons hypnotiseurs savaient le faire intuitivement, mais ils ne l'avaient pas appris la plupart du temps. Ils l'avaient fait sur le tard, en fait. Et en allant voir des personnes dont c'est le métier de maintenir l'attention et de soutenir l'attention, on a vraiment trouvé des astuces qui sont très très intéressantes pour favoriser l'hypnose. C'est intéressant aussi de voir comment il va y avoir des suggestions qu'on va qualifier d'indirectes. Je vais parler un petit peu de ça parce que c'est intéressant, mais j'aimerais bien pour parler de ça, pour illustrer ça, qu'il y ait quelqu'un qui puisse venir pendant quelques instants. Pareil, quelqu'un qui a peut-être bien aimé déjà la première expérience, puis qui a envie de continuer, tout simplement. Ouais, toi? Bah écoute, viens. Tu t'appelles comment? Prisca. Prisca, d'accord. Quand tu as fait l'expérience des mains, Prisca, il y en a une que tu as préférée à l'autre? Est-ce que... Non, toi aussi, les deux étaient intéressantes? Les deux étaient intéressantes. D'accord, super. Alors, on va le refaire un peu. Tu vas mettre tes mains comme ça. Et bon, tu connais le truc, hein, elles vont bouger toutes seules. C'est bon, je dis ça comme si c'était habituel, mais en fait, pas du tout. Hein. Ça reste un petit peu étrange. Mais on va le faire de plusieurs façons différentes. J'aimerais bien illustrer juste des mécanismes de suggestion. Je vais les rendre un tout petit peu plus apparentes, les suggestions, pour qu'on puisse en parler, en fait. J'aimerais que tu te demandes si la main droite va être plus attirée par la main gauche que la gauche par la droite. C'est laquelle des deux qui est la plus attirée que l'autre? La gauche. C'est la gauche qui est plus attirée que l'autre, d'accord. Donc il est probable que la gauche atteigne la droite avant le reste. Oui. D'accord. Ce qui veut dire qu'elle aura parcouru un chemin un peu plus important, sauf si la droite accélère en dernière... Oui. Ok. Ok, première méthode. C'est marrant, non? Oui. Qu'est-ce que je fais? Je fais en sorte qu'elle soit obligée de vérifier tout ce que je dis. C'est tout bête, hein? Quand on demande à quelqu'un, c'est laquelle qui va être la plus attirée par l'autre, le réflexe, en général, c'est de faire ça et puis ça. Bah celle-là, du coup. Mais il faut le vivre physiquement pour répondre à cette question. Cette question est un piège, on ne peut pas s'empêcher de le faire. Est-ce qu'il y en a une qui va accélérer plus vite que l'autre? Mais comment répondre à une question comme ça, sans le vivre, en fait? Donc que font les gens? Ils le vivent, mais ils n'ont pas l'impression de le faire, parce que c'est des petits trucs, des petits mouvements inconscients, c'est des petites choses. Mais pour répondre, je suis obligé de le vivre. Et au bout de 2-3 questions comme ça, ben, je finis par devenir un peu spectateur, à laisser le truc se faire. Et en fait, j'ai l'impression que ça se fait tout seul. C'est un tour de magie, hein, quelque part. C'est ni plus ni moins que ça, mais avec le langage. On va amener la personne à tester, sans avoir l'impression qu'elle le fait. Et au bout d'un moment, ben, les gens commencent à se séparer de la partie qu'ils testent. Ils ont vraiment cet effet de séparation. On va le faire un peu autrement. T'es prête? Tu vas mettre les mains comme ça. Et j'aimerais que tu ne cherches pas à comprendre comment c'est un mouvement qui s'initie, quand toi, tu es attentive à ce qui se passe dans la paume plutôt que dans les doigts, pour que si à un moment donné, tu as vraiment cette sensation qu'il y a quelque chose qui se fait, les mains se rapprochent. Mais attention à ne pas chercher à remarquer que si toi, tu es plus concentré dessus, il va y avoir comme une sorte de pensée un peu à l'arrière. Tu sais, un peu comme parfois on a un truc qui nous trotte dans la tête. Et c'est pour ça. Ce qui est drôle, c'est que ça bouge aussi tout seul dans ce sens-là. Oui. Et là, on repasse sur le test de tout à l'heure. Mais à quel moment ça s'amplifie plus rapidement? C'est une question absurde, hein, quand même. Ça marche bien aussi avec ce test-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'on fait différents tests, et puis qu'on voit après à quoi la personne est la plus réceptive, avec le quoi elle est plus à l'aise. Quelquefois, il y a des gens, ils aiment bien un truc, et puis pas trop un autre. Et inconsciemment, hein, parce que consciemment, on ne sait pas trop. Est-ce qu'il y a une main qui va être encore plus hypnotisée que l'autre quand elle va se soulever? Ça a l'air d'être la droite. Oui. Ok, pour l'instant, on va laisser l'expérience se terminer. Tu vas laisser les mains se reposer, tu vas reprendre contact avec les mains. Alors là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai un peu forcé le trait, mais j'ai dit des phrases qui voulaient absolument rien dire à un certain moment. L'idée, c'est d'embrouiller un petit peu pour que la personne se dise « Attends, quoi il me parle, cette phrase qui… » Et au moment où je sens qu'elle est en train d'essayer de comprendre ce que je dis, je lui dis que ses mains se rapprochent. Du coup, comme elle est ailleurs en train d'essayer de comprendre ce qui se dit, eh ben, elle n'est pas en train d'essayer de comprendre ses mains qui se rapprochent. Alors, il ne faut pas le faire de manière aussi grossière que ça, vous voyez le truc. Mais on va employer parfois des petites séquences. Par exemple, si je fais un petit peu de confusion, je raconte un truc qui ne veut pas dire grand-chose, la personne va aller vers la tentative de compréhension
Du coup, sa mobilisation, elle est là, et elle n'est pas dans l'acte, en fait. On n'aime pas en plus ne pas avoir compris quelque chose. Donc on peut y rester longtemps accroché à ça. Longtemps, c'est quelques secondes, hein. Je dis longtemps, c'est en temps cérébral, c'est beaucoup. Mais moi, ça me laisse le temps de placer ma suggestion. Et que les mains vont commencer à bouger ou quelque chose comme ça. Et puis l'idée, c'est qu'il va y avoir des petits décalages. Ce qui s'est passé là, les mains elles commencent à bouger, puis après elles bougent dans l'autre sens. Dès qu'il y a ce décalage, je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu comme un truc qui s'est mis en retrait à nouveau. Genre, ça fonctionne. J'y suis plus, je laisse quelque chose. En fait, dès que les gens vivent un début d'état d'hypnose, souvent, ils se mettent un petit peu en retrait. Après, on peut modifier ça, mais c'est souvent un premier réflexe. On va le faire encore différemment. T'es prête? Tu vas mettre tes mains comme ça. Et je vais te demander de ne pas laisser tes mains se rapprocher. Les mains vont vouloir se rapprocher, mais toi, tu ne vas pas laisser les mains se rapprocher de plus en plus. Ne les laisse pas se rapprocher naturellement. Ne cherche pas à les laisser se rapprocher naturellement, sinon ta tête va devenir de plus en plus lourde et tu vas rentrer dans une transe hypnotique profonde. Et tu auras la sensation de plonger à l'intérieur de toi. Et souvent, évidemment, on utilise aussi des principes comme ça d'inversion psychologique. Je demande à quelqu'un de ne pas chercher à faire quelque chose, il le fait. Parce qu'on ne peut pas s'empêcher de faire quelque chose qu'on demande de ne pas faire. Si un jour, dans les cours de méditation, on arrête de demander aux gens d'arrêter de penser, peut-être qu'ils y arriveront beaucoup mieux. Et je ne sais pas si tu as remarqué, mais souvent, il suffit d'un contact pour que l'état d'hypnose s'annule. Alors le truc en plus, c'est que là, on vient de le faire 3 fois, donc tu commences à être entraîné. Et on a l'effet d'entraînement dont on parlait tout à l'heure. Quelqu'un qu'on entraîne pendant une demi-heure à l'hypnose, ça devient magique, en fait. Souvent, ce que vous voyez à la télévision, dans les spectacles d'hypnose, ce sont des sujets préparés. Dans les plateaux télé, par exemple. Ils invitent ceux qui ont bien réussi les spectacles, qui ont bien aimé, ou parfois même il y a un temps de préparation chez certains hypnos. Bon, le temps de la télé est encore plus court que le spectacle, vous voyez, il faut vraiment que ça marche tout de suite. Donc souvent, les gens sont sélectionnés, au moins quelques-uns pour créer un effet d'entraînement, en tout cas. S'il y a 100 personnes, peut-être pas, mais souvent dans les plateaux télé, on a quoi, 20-30 personnes, ça paraît, c'est juste filmé pour qu'on ait l'impression d'une foule, mais c'est très peu de monde. Et il suffit que vous en ayez 5-6 qui sont hyper entraînés, pour que les autres fassent « Waouh, il se passe un truc, effet de contagion, c'est les biais psychologiques, ça qui commence à jouer ». Du coup, on va tous jouer le jeu, et vous en avez 15-20 sur les 30 qui finissent par vivre des grosses expériences, en fait. Et ça marche très très bien. C'est sympa comme ça, non? Oui. Est-ce que tu veux qu'on teste un dernier truc? Avec plaisir. Bon, tu vas mettre à nouveau tes mains comme ça. J'ai du magnétisme en fait, hein, c'est... Ah, et quand on est entraîné en fait, eh bien, toute suggestion fonctionne. C'est marrant, avec un ami, une fois on s'était amusé à se faire passer pour des médiums dans la rue comme ça. C'est génial parce qu'en fait, ça marche tellement mieux. En fait, j'imagine que ça doit être tentant pour tous les gens qui font un peu des trucs un peu genre charlatanisme et tout ça, parce que les vraies explications sont souvent beaucoup moins agréables et satisfaisantes que tous les trucs magiques qu'on pourrait inventer pour faire croire aux choses. Mesmer, à l'époque, par exemple, pas celui qui sévit maintenant, hein, mais celui d'il y a 2 siècles, lui croyait au magnétisme. Il pensait qu'il avait du magnétisme, il pensait qu'il avait un don particulier. Alors évidemment, il disait aux gens, j'ai un don, vous allez voir, vos mains vont s'approcher, vos mains vont s'élever. Il faisait de la suggestion, évidemment. Mais lui, il pensait que c'était du magnétisme, donc les gens le croyaient aussi. Puis il lui prêtait un certain pouvoir, en fait. Et comme il lui prêtait un certain pouvoir, en fait, c'était de plus en plus fort, et de plus en plus fort, et de plus en plus fort. C'était un médecin autrichien, Mesmer, qui se disait, on doit passer par autre chose. On doit passer par le magnétisme. Pour une raison historique valable, hein, à l'époque, on pensait qu'on avait, vous savez, c'était l'idée qu'on avait 4 liquides à l'intérieur du corps qui devaient être harmonisés. On faisait des saignées quand les gens étaient malades pour réharmoniser les liquides. Et du coup, lui, avec le magnétisme, il pensait qu'on réharmonisait les liquides du corps. Donc il y avait toute une pensée autour de ça. Mais le truc, c'est qu'en plus, dès que ça marche une fois ou deux, ça crée de la croyance. Donc ça démultiplie l'impact des suggestions. Mesmer, intuitivement, en plus, avait été très doué. Il prenait les gens par 30, il les mettait tous dans une même pièce, donc effet de propagation dans la foule. Il faisait ça avec 2-3 personnes au début, puis ça se propageait. Et puis tous les gens, au bout d'un moment, hurlaient par terre, on ne va pas le faire. En criant, bavant, vomissant, pourquoi pas, de temps en temps. On a des récits comme ça, des séances de Mesmer qui sont assez virulents comme ça. Donc c'est très facile d'un coup de mystifier, parce que tout est suggestion. Et c'est ça qui nous intéresse en hypnose, c'est de se dire, si on va vraiment comprendre la suggestion, on va vraiment comprendre les moteurs du fonctionnement subjectif humain. Peut-être pour se défaire quelquefois de certaines illusions, parce que ça peut être le but aussi quelquefois de juste reprendre la possibilité de se dire, mon cerveau est un magicien. Et le problème, c'est si je crois qu'en fait c'est vrai ce qu'il me dit, mais mon cerveau est juste un très grand magicien.
C'est ton cerveau qui a fait ça. Moi, j'ai rien fait de particulier. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Tu as récupéré tes mains? Je parle de ça, il y a un très bon livre de neurosciences de Roland Jouvin qui s'appelle Le cerveau magicien, justement, pour ceux qui veulent découvrir un peu l'univers des neurosciences avec un livre très abordable. Roland Jouvin, il est professeur au Collège de France, il a vraiment, je trouve, une bonne capacité à parler de ces phénomènes, pas forcément ce que je viens de dire là, mais de plein de phénomènes cérébraux qui sont très très intéressants et qui montrent surtout comment notre cerveau est un énorme système d'apprentissage. Et que comme tout système d'apprentissage, ça crée une carte, mais la carte n'est pas la réalité, c'est juste une représentation. Notre cerveau, en fait, on le paramètre, mais on le paramètre inconsciemment. Vous savez, par exemple, que les personnes qui ont toujours vécu dans le désert ont beaucoup de mal avec la notion de verticalité. Si vous les mettez à la défense, c'est très bizarre dans la représentation. Le cerveau est entraîné à voir certaines choses horizontales, mais la verticalité, c'est pas partie de leur monde. Mais ça, on peut l'élargir à plein d'autres choses qu'on remarque. On s'attend à voir des choses, alors on les voit. Mais si on croit qu'une chose n'existe pas, on peut passer à côté. Si quelque chose nous semble normal, alors on en fait une normalité. Puis si elle n'est pas si normale que ça, on ne le saura peut-être jamais. Alors on revient au principe d'application de l'hypnose. Vous le sentez, je pense, avec toutes ces explications-là, le but n'est pas d'hypnotiser les gens, au fond, c'est de les déshypnotiser de leur propre cerveau. C'est exactement la proposition inverse de tout ce qu'on pourrait imaginer avec l'hypnose. On vient de jouer, on vient de faire une brèche dans ce qu'on croit être la réalité. Et c'est ce qu'on a fait aussi. Parce qu'en fait, on croit que c'est normal d'être agent de notre main. On croit que c'est normal que notre corps bouge quand on veut qu'il bouge. C'est pas très normal, c'est juste notre habitude. Et si on nous avait appris depuis tout petit à avoir une main qui s'élève toute seule, à mettre un stylo dedans, puis à dire « écris », eh bien on trouvait ça tout à fait normal de faire ce qu'on appelle de l'écriture automatique. Si depuis le début de notre vie, on nous avait dit bah, « tu sais, c'est normal de contrôler tes processus physiologiques, par exemple dormir, eh bien tu dois le déclencher en fait, hein, c'est pas censé se faire tout seul, c'est bien quand ça se fait tout seul, mais tu as le droit aussi de te dire « j'ai mon cheminement mental, 1, 2, 3, 4, 5, je dors ». Eh bien, on s'endormirait tous en pas longtemps, sauf si on avait des gros problèmes, genre traumatisme, etc. Mais un être humain normal, qui a une vie normale, s'endormirait en 20-30 secondes, parce qu'on lui aurait juste appris que c'est normal, en fait, de décider quand on s'endort et d'enclencher les processus qui font qu'on s'endort. Du coup, l'hypnose aussi, et on pourrait aussi définir ça comme ça, remplace souvent des non-apprentissages, des choses qu'on n'a pas appris à faire. Je reviens sur un truc qu'on a fait ensemble tout à l'heure, puis on va faire une dernière petite démonstration avec ça. Tout à l'heure, tu as eu l'expérience d'un mouvement automatique, même de plein de petits mouvements automatiques. Mais il y en a un en particulier qui était attaché à une réponse oui, puis un autre à une réponse non. Dans l'histoire de la pensée humaine, les gens ont toujours vécu ce genre de choses. Dans toutes les traditions, dans toutes les cultures, on nous parle de gens qui vivent ce genre de choses. Sauf qu'on en parle avec des vocabulaires qui donnent l'impression, là encore, de quelque chose d'extraordinaire. Et je pense que c'est un des grands problèmes, en fait, dans notre culture et dans plein d'autres cultures, c'est d'en avoir fait un truc extraordinaire. Ma main, elle bouge. Et donc on a dit à quelqu'un, bah, t'es possédé. T'as bien 2-3 démons à l'intérieur de toi pour que ta main, elle bouge quand même. Ou alors c'est l'esprit de tes ancêtres qui reviennent. Il y a un charlatan qui fait fureur en ce moment en disant aux gens qui parlent à leurs défunts, en les mettant un peu sous hypnose, vaguement comme ça. Et il fait exactement ça, hein, puis il dit, mais c'est votre grand-père décédé qui est en train de parler là. Alors les gens y croient, oui, ils ont envie de croire en ça, donc c'est terrible. C'est assez choquant hein, de voir des choses comme ça, mais bah, en fait, peut-être, ça pourrait être une hypothèse. À la limite, s'il disait peut-être, mais lui, il l'assure comme étant une vérité absolue. Pourquoi pas, on peut avoir toutes les hypothèses du monde, mais se fermer à toutes les autres hypothèses, c'est un petit peu dommage. On peut peut-être aussi considérer que c'est normal, en fait, de vivre ça. Que l'être humain n'a pas forcément le devoir de toujours contrôler son corps. Peut-être que quelquefois, il peut aussi laisser quelque chose se faire. Là où ça devient intéressant, c'est que certains artistes, par exemple, imaginez un grand pianiste, il va vous dire bah, « je connais bien ce truc-là ». Parce que quand je joue du piano et que je suis inspiré, ça joue tout seul. Et c'est là qu'on se dit, bah oui, ces états-là, en fait, il y a plein de gens qui les connaissent, mais qui n'ont pas forcément mis des explications trop étranges dessus, qui sont simplement dit, c'est une capacité comme une autre, et puis ça s'apprend. On va continuer un petit peu, je vous disais, on va faire une dernière petite expérience. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui, allez, pour prendre un cas un peu plus personnel, aurait une petite compulsion, je sais pas, un truc genre tabac, nourriture, téléphone, enfin... ouais, c'est quoi toi? Tabac. Tabac, ok, tu fumes? Ouais, tout à fait. D'accord. Volontairement? Volontairement. Tu veux venir quelques minutes? Volontairement. Je te dis pas forcément que tu vas arrêter de fumer, mais on va faire un petit jeu autour. T'as des cigarettes? Non, j'en ai pas sur moi, je les ai laissées à l'hôtel. Ah, t'es un fumeur amateur quand même. Ouais, exceptionnellement ce soir. C'est vrai, tu t'es dit, quelqu'un a des cigarettes?
c'est juste pour... Ah, je croyais que tu sortais un paquet de... Je me suis dit, mais quelle synchronisation, tu l'as déjà sorti, ou alors j'ai parlé de cigarette, tu dis j'ai envie de fumer. Une fois, c'est marrant parce que je faisais une petite démonstration comme ça, où je disais à quelqu'un, est-ce que quelqu'un fume? Et du coup, j'ai 2 personnes qui partent. Et je leur dis, bah, qu'est-ce qui se passe? Ils me disent, non, on va fumer, parce que ça leur avait donné envie, en fait, juste d'en parler. Pour arrêter. Quelqu'un, juste une cigarette. Je rends après, hein, je vais pas là. Il n'y a plus personne qui fume. C'est génial, le monde change. Moi, j'essaie de m'y mettre. C'est très gentil à toi. C'est juste un petit jeu hein, qu'on va faire. Bien sûr. C'était comment, toi, tout à l'heure, tes mains? Tu l'as ressenti comment? Les 2 suggestions, elles ont été quasiment similaires en fait. Ouais. Ouais. Très bien. J'ai vu que Mel, la première, elle est assez vite, il me semble, non, chez toi? J'ai trouvé un petit peu plus vite la première. Il me semble, oui. Je vois pas bien les gens au dernier rang, parce qu'il y a tous les projecteurs, mais au premier rang, du coup, je regarde un petit peu. Tout le paquet, carrément. C'est vrai? Ouais, tout à fait. Ouais, tout est prévu. J'en doutais pas une seconde. Tu es Gémeaux, non? Non. Ah. Verseau, le symbole de la liberté en fait. Ah, mais j'hésitais entre les 2. Ah. Ouais. Ascendant Poisson? Bah je sais même pas. C'est vrai, je crois que tu es ascendant Poisson. Ouais, on peut choisir. Tu sais, c'est marrant parce que je pensais à une personne comme ça qui jouait un petit peu avec ça, et puis vous avez une chance sur 12. Bah, imaginez, vous allez dans la rue, vous dites à plein de personnes, ça marchera au bout d'un moment. Puis en plus, il y a quelques signes où il y a plus de monde, donc statistiquement, on peut monter un petit peu le truc. Au printemps, il y a plus de gens qui naissent au printemps. Plus qui s'ennuient à certaines périodes, donc il doit se passer des trucs. Et donc, je crois qu'il y a plus de béliers, par exemple, de poissons, enfin, il y a des signes comme ça qui marchent assez bien. Et donc, on peut presque arriver à une chance sur 10, vous voyez, quand on connaît un peu les statistiques là-dessus, ce qui est pas mal. Et bien, vous le faites dans la rue à 10 personnes. Vous allez voir qu'au bout d'un moment, donc, vous allez tomber juste, et tout d'un coup, il se passe un truc. Poisson? Capricorne. Capricorne. Alors, imaginons, d'un coup, la personne fait comment vous le savez? Tout se joue dans le regard ensuite. Il ne faut pas en faire trop. Intuition. Parfois, j'ai des flashs comme ça. Et le truc, après, c'est d'enchaîner sur un truc extrêmement banal. Une fois que la personne a... Il se passe un truc important dans votre vie en ce moment. C'est une étape de vie, non? Il y a beaucoup de choses que vous auriez pu mettre en place depuis longtemps et vous avez retenu un petit peu. Et là, il y a comme la sensation que c'est le moment d'accélérer. Et en même temps, il y a des peurs encore derrière ça. L'effet Barnum. Exactement. Vous avez des très grandes qualités. Elles ne sont pas encore toutes exprimées parce que vous-même, vous ne les connaissez pas toutes. Mais vous le savez que vous avez des très grandes qualités. Alors vous voyez, tout d'un coup, ça fait... Genre, mais comment vous savez ça? Il y a une peur à l'intérieur de vous. C'est rare qu'une personne dise non, aucune. Il y a un... C'est marrant parce que vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de personnalité. Mais en même temps, vous le cachez avec beaucoup de douceur aussi. C'est ce qui fait que les gens vous apprécient, mais ceux qui vous connaissent savent que derrière, c'est solide. Et c'est vrai, non? Oui. Je vois que vous rougissez, alors je sais que c'est vrai. Mais c'est plutôt sympathique. Ouais, complètement. Tu t'appelles comment? Bruno. Bruno, d'accord. J'aime beaucoup les Bruno. Ouais, moi aussi. Très bon ami qui s'appelle Bruno. J'ai une sympathie naturelle pour les Bruno. Oui, oui. Mais Et- il a le crâne chauve, hein. Si je dis pas de Exact. Tu bêtises, vois ouais, qui c'est en ouais, plus. tout à fait. Bah, ça fait plaisir. C'est marrant, il y a des sacrées bonnes suggestions sur les cigarettes quand même. Oui. Ouais, c'est. Mais Surtout celle-là. moi, je parle pas anglais. Mm. Et du coup, c'est bien parce qu'on pourrait même, parce que je crois que sinon on peut pas montrer le paquet de cigarettes, mais du coup on voit même pas ce que c'est parfait. On va faire juste un truc. C'est, on va partir assez vite parce que comme tu es déjà à moitié en transe, finalement il n'y a pas grand chose à faire de plus. Mais non, je plaisante. Milton Erickson, dont je parlais tout à l'heure, avait une stratégie qui était redoutable. Il regardait les gens en faisant: est-ce que vous avez conscience que vous avez déjà un état un peu différent qui a commencé à se créer? Profondément, oui. Profondément, oui. Non, mais là où c'est redoutable, c'est que si les gens répondent non, c'est pire quand on y pense. Parce que la question, c'est est-ce que vous avez conscience? C'est pas est-ce que c'est vrai. Est-ce que vous avez conscience que vous avez déjà commencé à changer d'état d'hypnose? Alors parfois, les gens disent non. Non. Et là, ils se rendent compte qu'ils viennent de dire un truc qui est pire que s'ils avaient dit oui, en fait. Et là, il renchérissait Erickson, il regardait les gens un peu mystérieux, il disait mais donc vous n'avez pas conscience que vous avez déjà commencé à changer d'état. Et là, tout d'un coup, ça active la partie parano. Vous savez, des gens qui font qu'est-ce qui se passe? Maintenant que vous le dites, je ressens un truc. Vous commencez à avoir conscience que vous êtes en train de changer d'état, mais vous ne savez pas encore comment ça va s'amplifier, n'est-ce pas? Il y avait ce genre de tournure de phrases un peu mystérieuse comme ça. En 4-5 phrases, les gens étaient juste je ne sais pas si vous ne savez pas. Est-ce que vous trouvez normal de ne pas savoir? Intenable.
Bref, toi, tu en as conscience, donc c'est encore mieux. Je vais prendre ton poignet comme ça, et ce qui est assez étonnant, c'est que s'il arrivait qu'une main puisse flotter un petit peu en l'air, ça voudrait dire qu'en fait, elle repose déjà sur quelque chose qui n'est pas seulement de l'air, mais juste peut-être sur l'imagination. Et imaginons que cette main, comme avec un fil invisible, comme ça, je la tire un petit peu sur le côté. Alors ça voudrait dire qu'elle est déjà un petit peu en transe. Tu es plutôt droitier? Oui. Très bien, ça tombe super bien. Alors j'ai posé une question, parce que tu sais, pareil, il y a une théorie là-dessus, qui fait que la plupart des gens qui fument, en fait, n'ont pas la perception du fait que ce n'est pas forcément une très bonne chose. Alors évidemment, quand on a envie d'arrêter de fumer, c'est que, on le sait intellectuellement, mais parfois c'est le corps aussi. Vous savez peut-être, mais notre cerveau, il gère très bien les choses immédiates, mais il ne gère pas forcément très bien le long terme. On est le fruit de milliers de générations qui ont survécu à l'immédiat. En fait, la question du long terme, avant, elle n'était pas trop posée en fait, par nos lointains ancêtres. Mais en termes d'évolution humaine, nos lointains ancêtres, en fait, c'est une seconde dans l'évolution humaine, c'est pas grand-chose. Et pendant des millions d'années, on a été conditionnés à manger le soir, survivre et tout ça. Alors, ce qui allait nous arriver dans 30 ans, dans 40 ans, dans 50 ans, on n'avait pas spécialement le temps d'y penser. Ce qui fait qu'il semblerait que le cerveau ait du mal à se projeter dans l'avenir. Mais il semblerait, dans d'autres états de conscience, on puisse développer ce genre de faculté très très vite. On pourrait faire une sorte d'hypnose mondiale comme ça, puis dire aux gens, projetez-vous dans l'avenir, voyez ce que ça donne, si on continue comme ça serait génial. Pour l'instant, en tout cas, on va le faire à un niveau individuel. Mais j'aimerais juste parler un petit peu à ta part inconsciente, un peu comme on l'a fait tout à l'heure, et dès qu'elle sera bien présente, je vais demander à un doigt de se soulever. Et ça sera simplement, c'est l'index, c'est super. Si je pose une question et que la réponse est oui, j'aimerais que ce soit toujours cet index qui se soulève. Comme ça, je saurai quand cette part de toi est d'accord. Et si je pose une question et que la réponse est non, alors ce sera un autre doigt qui va se soulever. Comme ça, alors c'est le petit doigt, c'est très bien. Maintenant, je vais poser une ou deux questions à ta part inconsciente. J'aimerais savoir si elle aussi aimerait que tu puisses te débarrasser de la cigarette. Ok, très bien. Ça pourrait répondre non, hein. Il pourrait y avoir une résistance importante. J'ai lutté, hein. Je plaisante. Non, mais ça serait intéressant. Même si ça répondait non, il faudrait en faire quelque chose en tout cas. Donc, quand on pose cette question, c'est pas si évident, hein. Il y a beaucoup de non. Parce que quelquefois, il y a un besoin derrière, parce qu'il y a une construction derrière. Nous, ça va nous faciliter un peu le travail, mais il faut savoir que ça serait juste une voix différente si ça avait répondu non. Mais ce n'est pas un problème, au contraire. Parce que parfois, ça nous permet de cibler pourquoi la personne n'a pas réussi encore. Et la personne, ça lui permet de comprendre ce qu'il y a derrière. Quelqu'un qui fume pour une raison, bien, il y a besoin de travailler sur cette raison, tout simplement. Du coup, j'aimerais bien savoir si, je pose une question un peu différente, est-ce que pour l'instant, il y a quelque chose qui a empêché que tu puisses arrêter de fumer? Ok, très bien. C'est logique aussi que ça réponde oui. Il y a plus de réponses oui que non là-dessus. Si vraiment rien n'empêche, on pourrait juste faire maintenant t'arrêtes de fumer en gros, à la limite. Mais c'est rarement le cas. Est-ce que tu serais d'accord pour jouer un petit peu à quelque chose qui pourrait peut-être aider à se débarrasser de ce truc-là? Ok. Ce n'est qu'un jeu, hein, évidemment, et ça ne garantit pas quelque chose en particulier, mais par contre, ça peut être intéressant. Je vais te proposer de faire un truc. Vu que tu peux contrôler un peu la main, comme tu le fais là, tu pourrais très bien contrôler la plupart des muscles de la main, n'est-ce pas? Tu pourrais même le contrôler suffisamment pour jouer un petit tour au conscient. Parce que là, en plus, tu es présent dans sa main qu'il contrôle vraiment bien, normalement. Et là, en même temps, tu es assez présent pour qu'il ne contrôle pas vraiment cette main. Est-ce que, par exemple, tu pourrais très très fortement engourdir cette main? Très 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 fortement engourdir cette main. Jusqu'au moment où ça deviendrait très 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 difficile de bouger tellement elle est engourdie et ça va monter jusqu'au poignet. Elle va devenir tellement engourdie que c'est comme si elle était dans une matière, comme si, tu sais, tu étais rentré dans une matière et puis qu'elle avait durci. Et du coup, même si tu essayes consciemment de bouger la main pour voir ce que ça donne, elle est très très engourdie du coup. Super, très bien. Elle est presque paralysée du coup si elle est engourdie comme ça. Alors évidemment, si la main est engourdie comme ça, c'est difficile de tenir quelque chose notamment. Ça pourrait être assez étrange même d'essayer de tenir quelque chose. Est-ce que ça te plairait, inconscient, de faire un petit tour du coup à la partie consciente? C'est que la prochaine fois qu'elle essaiera de prendre un paquet de cigarettes, tu vas engourdir la main et du coup il va tomber le paquet de cigarettes. Ce qui veut dire qu'il sera obligé d'allumer sa cigarette avec la main gauche, qui est quand même pas très pratique quand on est droitier. Ce qui va devenir un peu compliqué, tu vois, d'allumer une cigarette avec la main gauche et puis d'inverser le truc. Tu es d'accord? Et même tenir la cigarette quand la main est engourdie, ça va être très 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 bizarre. Mais attention, hein, ça ne veut pas dire qu'il faut que le conscient arrête de fumer pour autant. Peut-être qu'il y a autre chose qui doit se passer pour que la partie consciente arrête de fumer. Mais j'aimerais que de façon presque aléatoire, ce qui fait que la partie consciente ne saura jamais quand tu vas faire ça. Quand il essaie de prendre une cigarette, tu lui fais une blague, quoi, en gros. Et t'engourdis la main. T'es d'accord pour ça?
Ça répond oui. Et là, en général, la personne qui est là fait pourquoi je suis venu pour ce moment. Moi, j'aurais préféré la démonstration du type, là, ça avait l'air beaucoup plus sympa. Ah, on va faire une petite expérience comme ça. Alors, partie inconsciente, il faudra évidemment que tu saches rentrer et sortir de cette expérience très très vite pour que ça soit drôle pour la partie consciente, parce que s'il le sent trop venir, ça serait moins marrant. Par contre, si au moment où il prend sa cigarette, tu as le truc qui se bloque ou quelque chose comme ça, ça sera vraiment une bonne blague pour la partie consciente. N'est-ce pas? T'es plutôt joueur, toi? Les deux répondent oui, ça c'est marrant. On va faire une expérience, je vais rebaisser la main, puis elle va redevenir tout à fait normale et tout à fait adaptable et tout ça. Je précise un truc, hein, c'est pas ce qu'on ferait dans une thérapie ou un truc comme ça, c'est juste pour jouer un petit peu. Puis si ça peut aider, c'est bien, mais c'est pas le but. Hein. Bien sûr. Je vais te proposer déjà d'essayer de tenir ce paquet de cigarettes. C'est un peu bizarre. Ouais. Alors j'ai de la sensation, Oui. mais musculairement, c'est comme si j'avais pas de tonus en fait. Ah, c'est amusant ça. Ouais. Est-ce que Ouais, quelqu'un ça, a un c'est autre bizarre. objet qu'on pourrait prendre pour vérifier si c'est différent ou... Quelqu'un a un petit objet, n'importe quoi, hein, ça peut être un téléphone, votre portefeuille, votre carte bleue avec le code. Carte bleue, je préférais. Un téléphone, ben voilà. Faisons un test. Alors, on va enlever ça, clac. Et quand on met ça dans la main, c'est comment? C'est difficile à expliquer en fait. C'est comme tout à l'heure, j'ai de la sensation. Là par exemple, je peux pas ramener le pouce sur mon téléphone. D'accord. On va le faire avec ça, voir ce que ça donne. Inconscient, quand c'est pas un paquet de cigarettes, il faut que tu lui redonnes la main quand même. Ce que je te propose, on va refaire un test. Je vais enlever le paquet de cigarettes. Quand c'est autre chose qui va être dans la main, tu vas redonner totalement le contrôle de la main à la partie consciente. Ah, j'aurais dû préciser le truc depuis le début. Il faut être précis quand même dans ce travail. C'est assez... Tiens, ferme les yeux un petit instant. C'est comment? Merci. C'est étrange. C'est étrange. Ouais, c'est étrange. C'est super ça. Je te propose de bien profiter de cette expérience. Je vais enlever le paquet de cigarettes et la main va pouvoir, en un instant, très rapidement, comme ça, redevenir tout à fait consciente et tout à fait normale. Tu vas pouvoir ouvrir les yeux, faire une dernière expérience. Super. Ouais, c'est assez bizarre. Hein. C'est assez bizarre. C'est perturbant. Mais tu sais, ça se contracte ici, quoi. C'est dingue. C'est fou, hein. Notre corps est quand même extraordinaire non, pour pouvoir faire ce genre de choses. Magnifique. Parce que c'est... Alors, je vais quand même rendre le paquet de cigarettes à la personne à qui c'était. Merci beaucoup. Je sors un peu du champ quand je fais ça et je sais que ça embête à la réalisation. C'est juste une expérience. Mais déjà, on pourrait extrapoler. Si ma partie inconsciente est capable de faire un truc pareil, de quoi elle est vraiment capable? Parce qu'en fait, si on arrive à faire un truc absurde comme ça, on peut faire plein d'autres choses quand même, qui sont sans doute beaucoup plus intéressantes que ça. Après, on va en faire une petite métaphore de ça, si tu es OK. Parce que si on le fait comme ça, voilà, c'est amusant. Vu que ça va être un peu aléatoire, il y a des fois ça le fera, des fois ça le fera pas et tout ça. Déjà, on va peut-être mettre un truc pour que si un jour tu en as vraiment marre, ça s'arrête. OK? Parce que quand même, il y a peut-être un moment où tu vas me maudire en disant pourquoi je... Tu veux une cigarette? Moi, je prends mon verre. Il y a même des gens qui vont s'inquiéter, mais qu'est-ce qui t'arrive? T'as vu un médecin? Donc, on va peut-être mettre un petit fusible. Et on va mettre autre chose. Si tu es OK, tu vois, ta partie inconsciente tout à l'heure disait qu'il y avait sans doute une raison pour laquelle tu n'as pas encore arrêté de fumer. J'aimerais savoir, toi, tu les connais, ces raisons-là, ou pas spécialement? J'en ai une vague idée, ouais. D'accord. Alors, ce que j'aimerais, c'est qu'à chaque fois qu'il va se passer ça, ta part inconsciente puisse, comme t'amener un message, comme t'amener une intuition, comme t'amener des images, des sensations, quelque chose qui fait que ça sera utile, en fait. À chaque fois, ce sera comme une petite pause qui va durer juste quelques instants, juste pour te dire, prends conscience de ce qui est en train de se passer à l'intérieur de toi. Et que ça puisse ouvrir des portes, créer des connexions. J'avais fait, il y a très longtemps, un stage un peu bizarre comme ça, où, alors, c'était pas l'objet en soi du stage, mais à n'importe quel moment, quelqu'un pouvait frapper sur un gong, et à ce moment-là, tout le monde faisait stop. Et en fait, l'idée, c'était juste de prendre conscience de tout ce qui se passait à l'intérieur de nous, à chaque fois qu'il y avait le stop. Alors, tu étais en train de manger, c'était un peu, tu vois, mais vraiment, il fallait arrêter immédiatement. De quoi j'ai conscience, où je suis, qui je suis, où est mon esprit, est-ce que je suis là, est-ce que je suis pas là, est-ce que je suis ailleurs, est-ce que je suis distrait, est-ce que je suis présent.
C'était super intéressant. Et vu que ça pouvait se produire plein de fois dans une journée ou moins, au bout d'un moment, ça développait une forme d'attention à ce qui se passait, puisqu'on savait qu'à n'importe quel moment, ça pouvait arriver. Ce qui fait qu'il y avait une sorte de présence qui commençait à se créer autour de ça, une sorte de connexion à l'instant qui commençait à se passer. Et alors, ce qui serait intéressant, c'est de le faire sur des mois. Ça n'a malheureusement pas duré aussi longtemps que ça. Mais déjà, après quelques jours, c'était vraiment très, très intéressant ce qui se passait dans cette expérience. Ben, ça va être un peu comme cette expérience du stop. Ce que je te propose, on va le mettre en place, tu me dis si c'est OK, hein, c'est que même quand ça se paralyse, ça soit juste 3-4 secondes, pas plus. Que toi, tu le saches, mais quelqu'un ne le verrait pas spécialement. Et puis, évidemment, que quand tu es en sécurité. Mais qu'à chaque fois, ce serait une occasion de laisser quelque chose remonter à la conscience. Peut-être que dans ces choses-là, il y a des choses qui vont t'aider à changer les comportements, à transformer certaines habitudes, à modifier d'autres choses autour de ça, et que ça va être un vecteur pour avancer. Tu es OK avec ça? Bien sûr. Alors, ce que je te propose, c'est juste de fermer les yeux un petit instant. On dit parfois qu'on descend dans l'état d'hypnose et on dit parfois qu'on monte dans l'état d'hypnose. Un peu comme les gens qui disent, quelquefois on prend de la hauteur, même quand on part en rêverie et qu'on dit qu'on regarde le monde d'un peu plus haut. Puis quelquefois avec l'introspection, les gens parlent de profondeur. Alors je ne sais pas si tu montes en transe ou si tu descends en transe, mais au moment où tu vas commencer à vivre cette expérience, la tête va pencher sur un côté. Et un peu comme ces mouvements automatiques de la main, ce mouvement se fait tout seul. Et je sais que cette partie de toi, elle a entendu tout ce qu'on vient de se dire. C'est-à-dire que ça ne fera pas forcément à chaque fois, cette petite paralysie de la main, cet engourdissement. Ça le fera déjà quand tu es en sécurité, quand ça ne pose aucun problème, quand tout est OK avec ça. Ça le fera ensuite de manière temporaire, juste quelques instants, pour que ça soit avant tout perceptible par toi. Et à chaque fois que ça sera le cas, ça sera comme une connexion avec ta part inconsciente qui pourra t'apprendre des choses, te transmettre des idées, des intuitions, des prises de conscience. À chaque fois un matériel utile que tu pourras vivre, assimiler. Comme si ces instants seront des micro-rencontres entre part inconsciente et part consciente. Et si vraiment un jour tu trouves ça contraignant, alors tu pourras simplement profondément décider que cette expérience pourra s'arrêter par toi-même. Et il suffira de le vouloir et de le décider pour que cette suggestion post-hypnotique cesse. Mais tant que tu y trouveras du plaisir, de l'intérêt, alors elle continuera. Si cette partie de toi est OK pour tout ce qu'on vient de se dire, alors la tête va encore plus pencher sur le côté. Et ce genre de choses va peut-être même s'adapter avec le temps. Cette partie de toi peut même s'approprier tout ce qu'on s'est dit pour faire quelque chose qui lui semble encore plus abouti, encore plus précisément intéressant pour toi. Elle est souvent assez créative et assez libre pour ça. Dans quelques instants, cette expérience va s'arrêter. Mais tu pourras regarder tout ce qui est utile et tout ce qui est intéressant. Tu vas pouvoir reprendre un bon rythme de respiration. Laisser le corps se redresser et la tête se redresser aussi. Rouvrir les yeux et revenir en pleine forme. Bonjour. Merci beaucoup. Merci à toi. Profite bien. Merci bien. Au revoir à tous les deux du coup. Au revoir. Bon, il y a plein de choses qu'on pourrait explorer comme ça. Ça, c'est une proposition parmi plein d'autres, mais je trouve ça intéressant d'aller comprendre un petit peu ces mécanismes. J'espère du coup que ça vous a intéressé et que ça vous a plu, voire peut-être même que ça a été utile à certains ou à certaines d'entre vous. On va arriver dans quelques instants à la fin de cette soirée. Il y a 2-3 petites choses dont je voulais vous parler avant de vous laisser. Déjà, pour ceux qui s'intéressent à ce qu'on appelle l'auto-hypnose, c'est-à-dire une pratique personnelle des états de conscience modifiés, on a créé il y a quelque temps maintenant une plateforme avec Bruno qu'on évoquait tout à l'heure, qui s'appelle Psychonautes,
Et je sais qu'il y a des personnes ici qui sont sur cette plateforme. C'est une plateforme de contenu avec plein de thématiques qu'on a abordées sur l'auto-hypnose, depuis des cours de base pour découvrir, avec des cours plus avancés. Et on en rajoute même régulièrement, ce qui fait que ça commence à devenir un vrai un endroit où il y a énormément d'exercices, de tests. Et c'est quelque chose qui est assez vivant, puisqu'on fait aussi des webinaires pour répondre aux questions des gens et les guider dans leurs apprentissages. Si ça vous intéresse, la plateforme s'appelle Psychonaute. Un psychonaute, c'est un explorateur de l'esprit. C'est une plateforme qui est ludique, qui n'a pas du tout pour but d'être thérapeutique, mais qui permet vraiment de découvrir son monde intérieur quelque part. Et si ça vous intéresse, cette plateforme, elle est en lien sur le site internet de l'Arche. On peut la tester gratuitement pendant toute une semaine, pour ceux qui veulent savoir un peu comment ça fonctionne. Et si la question des états de conscience vous plaît, je pense que vous allez y trouver beaucoup d'inspiration. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, pour ceux qui me suivent sur Facebook, je l'ai annoncé tout à l'heure, on va lancer dans un mois, là ça concerne plutôt les gens qui pratiquent l'hypnose, une plateforme avec pas mal de contenu pour tous les gens qui pratiquent l'hypnose, qui s'appelle Network. Pour ceux qui veulent regarder, ça commencera le 1er mars, mais on peut déjà regarder un petit peu à quoi ça ressemble. J'ai mis le lien sur ma page Facebook. Enfin, pour tous ceux qui s'intéressent à comprendre vraiment l'hypnose, eh bien, on a notre chaîne YouTube, pour ceux qui ne la connaissent pas, où il y a beaucoup de contenu disponible, que ce soit des cabinets publics comme celui-là, parfois des extraits, parfois entiers. Et puis aussi énormément de cours qui sont beaucoup plus théoriques, mais aussi scientifiques, un peu type universitaire, sur plein de notions qu'on voit en hypnose. Là, je vous disais, on va lancer un cycle dans pas très longtemps, je crois, dans 2-3 semaines. J'ai plus la date en tête, mais sur la question de la volonté, il y aura 3 cours sur la question de la volonté. C'est intéressant parce que c'est un peu l'état de la recherche sur ces questions-là, où on en est dans la compréhension des mécanismes de la volonté. On a fait là récemment des cours qui sont passionnants, que ce soit les cours sur la manière dont les rituels fonctionnent, la question de la suggestion, sur l'identité, sur le corps, sur tous les paramètres qui sont agis par l'hypnose. Du coup, si c'est des choses qui vous intéressent, ces cours sont disponibles gratuitement sur notre chaîne YouTube. À chaque fois, il y a toute la biblio dedans, donc il y a énormément de références, même pour ceux qui veulent creuser certaines notions. C'est très riche. Et on le fait parce que c'est vraiment une des missions de l'école de partager toute la connaissance possible sur ces questions-là. Parce que c'est vrai que quand on fait de l'hypnose, c'est des questions qu'on se pose et on n'a pas toujours le temps ou les connaissances pour aller puiser tout ça. Donc on a des personnes qui font ce travail et j'espère qu'il sera utile et qu'il est utile au plus grand nombre. Voilà, ça c'est pour les petites annonces. Il va être temps de revenir vers un état de conscience plus ordinaire. J'espère que vous avez passé une très belle soirée. Oui. Merci à tous d'être venus. Je vous souhaite une très belle fin de soirée. Que la transe soit avec vous. À bientôt et merci.